Donc on a 4 invités ce soir. Donc je vais commencer par les invités à ma droite. Donc Pierre Salvadori, qui est réalisateur d'10 longs métrages depuis La cible mouvante en 1993 jusqu'à Cible mouvante, pardon, sans le là, jusqu'à La petite bande en 2022. Aussi un peu de télévision, notamment avec En thérapie récemment, et puis scénariste pour d'autres réalisateurs et même acteur. Oui, ben voilà, ouais, c'est Voilà, ça. Et Benoît Graffin, donc tu as scénarisé 5 films avec Pierre Salvadori, et puis un certain nombre aussi d'autres films, donc depuis 2003 avec Pierre, et puis ensuite d'autres films, Catherine Corsini, Anne Fontaine, Jean-Paul Rouve, Édouard Baird, mais tu as aussi réalisé 3 films, voilà. 3 longs métrages. Absolument. Voilà. Bonsoir. Et donc à ma gauche, Axel Roper, qui est donc critique de cinéma, scénariste et réalisatrice de plusieurs films, dont La famille Wahlberg, Tirer la langue mademoiselle et La prunelle de tes yeux. Et Petite Solange, qui est le film le plus récent dont nous allons largement parler ce soir. Et à ta gauche, donc Emmanuel Villien, qui est auteur jeunesse, écrivain, pour la jeunesse, mais aussi pour tout public, ce qu'on appelle littérature générale. On a apporté quelques-uns de vos ouvrages. On peut mettre peut-être sur l'écran une petite présentation des livres d'Emmanuel. Vous publiez à l'École des loisirs, donc la collection intermédiaire pour les jeunes lecteurs, et en littérature blanche, littérature générale, Asphalte, qui est donc une maison d'édition. Votre ouvrage le plus récent, La fugue Térémine. Et en quelques mots, on peut dire de vous que vous êtes un auteur très cinéphile. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, je m'intéresse effectivement beaucoup au cinéma et le cinéma apparaît souvent dans mes livres, que ce soit pour les enfants autant que pour les adultes. Oui, vous avez notamment écrit Microfilm, qui est peut-être une référence directe à Serge Danet. Et dans vos ouvrages jeunesse aussi, il y a de nombreuses références directes, indirectes au cinéma. Je ne peux pas m'empêcher. Alors, ce qui va nous intéresser surtout ce soir, c'est de discuter donc de mise en scène, de création plus généralement, comment le fait à la fois de mettre en scène ou d'écrire des histoires avec des enfants et aussi de prévoir que son public sera en partie composé d'enfants peut influer sur le processus d'écriture et de fabrication. Et dans une deuxième partie, peut-être, on évoquera un peu le sujet de la cinéphilie, de la transmission et comment les œuvres invoquent notre propre cinéphilie en tant qu'artiste. On va parler surtout du coup des derniers films de Pierre et d'Axel, donc La petite bande et Petite Solange, qui sont tous les deux sortis récemment, donc l'année dernière, en 2022. Et qui mettent tous les deux dans leur rôle principal en scène des enfants. Alors peut-être que vous ne les avez pas tous vus, donc on vous fait le mini pitch. Et puis vous complétez si on pitche mal. Alors, La petite bande. 4 collégiens veulent détruire l'usine locale qui pollue la rivière en toute impunité. Le plan échafaudé prend une mauvaise tournure lorsque le directeur de l'usine les surprend. Ils sont obligés de le kidnapper. Un 5e larron rejoint la bande pour aider à prendre les bonnes décisions. Dessin personnel ou activisme écologiste. Dans cette comédie trépidante, chacun s'émancipera grâce à la force du collectif. Oui, surtout la dernière partie. Oui, c'est ça. C'est pas du tout un récit édifiant sur l'écologie. C'est comment un groupe se constitue avant même une idée ou une idéologie, et comment l'idéologie naît du groupe et non pas, ou l'idée du collectif et non pas l'inverse, comme la plupart du temps. Alors, même exercice pour Axel Roper et Petite Solange. Solange est heureuse, la vie de famille auprès de son frère et de ses parents, la vie au collège avec ses amis, ses professeurs, tout semble aller pour le mieux. Et puis un jour, alors que ses parents viennent de fêter leurs 20 ans de mariage, toutes les certitudes vacillent. La mère et le père de Solange se disputent de plus en plus souvent. C'est ce moment de bascule qu'Axel Roper va mettre en scène, ce drame qui frappe de plein fouet chaque membre de la famille. Les raisons de la séparation ne sont pas tout de suite explicites. Le spectateur est mis à distance du drame vécu par les parents. En revanche, il est au cœur de celui vécu par les enfants et plus particulièrement de Solange. Pitch absolument parfait. Alors maintenant, on a assez parlé. On va vous laisser parler, vous. Donc, on peut peut-être démarrer sur comment vous avez pensé l'écriture, votre écriture.
Donc, est-ce que, ce que j'ai envie de vous poser comme question première, c'est est-ce que vous avez invoqué des codes d'écriture particuliers? Est-ce qu'il y a des différences dans la façon dont vous avez écrit scénario ou livre pour des adultes, avec des adultes ou avec des enfants par rapport à vos expériences précédentes? Est-ce que vous avez travaillé différemment? C'est pas très clair peut-être ma question. Si, vas-y. Moi, je vais commencer, mais mon cas est un peu atypique parce que Petite Solange, contrairement au film de Pierre ou contrairement à la série qu'a écrite Emmanuel Villain. Je cite les titres d'Emmanuel Villain parce que je les trouve vraiment super. Au service secret de sa mémé, voilà, par exemple. Voilà, j'adore ce titre. Moi, Petite Solange, c'est pas du tout un film pour les enfants. C'est pas du tout un film qui a été produit et conçu comme ça. C'est un film, c'est un film tout court. C'est intéressant d'ailleurs que la catégorie film pour adultes n'existe pas si ce n'est pour les films porno. Voilà. Mais en tout cas, il y a film pour enfants et après il y a film tout court. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas vraiment de symétrie. Donc voilà, moi je suis dans un cas un peu hybride où Petite Solange n'est pas spécialement un film pour enfants et plutôt un film pour adultes. Il n'empêche que je crois profondément que le film a été écrit selon une logique très, très enfantine. Voilà, dans la manière dont j'ai construit le monde dans ce film. Pour ceux qui l'ont vu dans Petite Solange, c'est pas du tout un film en caméra subjective et c'est pas du tout un film c'est pas le journal intime d'une jeune fille de 14-15 ans, mais c'est un film qui se constitue uniquement à travers le regard de cette jeune fille. C'est-à-dire qu'on ne voit dans le film que ce à quoi elle a accès. C'est une jeune fille qui voit ses parents se séparer et par exemple, on ne voit les parents que par son regard. Voilà, les parents n'ont jamais de scène tout seuls où tout d'un coup on comprendrait le drame adulte hors du regard d'un enfant. Dans le film, tout est vu et senti à travers elle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un principe que j'ai adopté pas du tout en réfléchissant, en me posant la question est-ce que je prends le parti pris d'une logique adulte ou d'une logique enfantine? Ça s'est imposé à moi absolument tout de suite, de manière absolument instinctive, que pour raconter cette espèce de souffrance à la fois toute petite et immense, qui est le divorce qui est la séparation des parents pour une petite fille, il fallait que je me coule, voilà, dans une logique enfantine. Et la logique enfantine, c'est que c'est un monde où les adultes ont un statut très particulier. Bon, je ne sais pas si je suis très très claire, mais en tout cas, de fait, j'ai adopté une logique enfantine dans la manière de construire le monde de Petite Solange. Alors nous, c'est un petit peu un accident, c'est-à-dire qu'on avait commencé à travailler sur une histoire totalement différente, qui mettait en scène un formateur, qui voulait parler du travail et de l'héroïsme du travail au quotidien, comme ça, un peu d'un travail un peu a priori terne. Et puis on n'arrivait pas à avancer, et on a eu une discussion comme ça un peu qui me touche, c'est-à-dire des choses à la mise en scène, au récit, à la poésie. Essayer de proposer du cinéma à des enfants, presque dans un geste un peu désespéré, parce que c'est quelque chose que je vois disparaître, et je crois que tout à coup, essayer d'imaginer une fiction, un film pour des enfants qui soit en même temps un film distrayant, un film d'aventure, mais en même temps avec une ambition de mise en scène. Ça m'a beaucoup stimulé. Et en y repensant, je me suis dit que peut-être, il y a une expression que j'adore de Scorsese qui dit que les films de genre, ce sont des... Comment ça s'appelle ? Il parle de films de contrebandiers, c'est-à-dire que dans le genre, on peut dissimuler beaucoup de choses. Je me suis dit que peut-être l'ultime film de contrebandier, c'était le film pour enfants. C'est-à-dire que déjà, dans un film pour enfants, on peut distiller, dissimuler et de la beauté et des idées. Là, c'est un film qui parle de l'engagement, avant de parler de la cause même. Et ce que m'avait dit un jour Benoît, c'est-à-dire comment le plaisir d'être ensemble, le bonheur d'être ensemble construit un idéal. C'était ça le scénario secret. Et puis j'étais ultra heureux tout à coup de cette idée, mais plus encore de cette idée de faire un film pour des enfants à destination des enfants. Et Benoît, c'était aussi la première fois que tu t'aventurais sur ce terrain-là ? Moi, j'avais commencé par faire des scénarios de... Comment ça s'appelle ? D'animation pour des enfants. Enfin, des enfants. Je ne sais pas si on peut dire ça. Des gens qui étaient supposés les regarder.
Mais c'était la première fois qu'on écrivait un truc pour enfants. Et avec Pierre, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une personne de 12 ans dans la pièce avec nous. Et c'était pas comme un trébuchet, mais c'était quand même un regard il fallait que ça soit compréhensible, accessible, que ça soit pas... Et à sa destination, pour son plaisir, mais il était vraiment présent quand on devait choisir, parce que souvent, écrire, c'est choisir plein d'options. Bah, là, le fait que c'était un film pour enfants, c'était quelque chose qui comptait dans la balance, quoi, des décisions qu'on prenait, quoi. Et du coup, cet enfant de 12 ans qui était dans la pièce, est-ce que c'était vous quand vous aviez 12 ans? Est-ce que c'était peut-être vos enfants? Est-ce que c'était quelle était votre inspiration? Non, mais un jour, j'ai dit à ma mère, je ne reviens pas d'avoir cet âge-là, d'avoir des enfants. Elle m'a dit, mais moi, mon fils, j'ai 12 ans, moi. Mais c'est très banal à dire, mais je n'ai jamais vraiment... je pense même que l'enfant quand j'avais 12 ans, l'enfant que j'étais est très, très, très proche de moi. Et ça a été très facile pour moi d'écrire pour des enfants. J'ai placé le film... instinctivement, j'ai projeté ces enfants dans mes paysages à moi, du maquis, le maquis corse, les aventures, la dureté, la violence parfois, de l'univers dans lequel j'ai grandi, et l'humour, et la drôlerie, et parfois le côté dur, oui, très dur de ces enfants-là, de leur violence, leur crudité, Et donc, c'était facile. J'avais presque l'impression que ce n'était pas une épreuve pour moi, qu'on n'avait pas trop de mal. On riait comme des enfants quand on écrivait des scènes. C'est drôle parce que, je vais dire une petite anecdote comme ça. Par exemple, il y a une scène où les enfants veulent soigner. Ils ont kidnappé un mec et ça ne va pas bien, le mec est blessé. Ils veulent le soigner. Et il y a un des gosses qui dit... tout ça, ce sont des histoires du vécu. Qui dit, moi, mon oncle... il était un jour au Brésil ou je sais pas quoi, et il a vu un sorcier soigner un mec en pissant sur sa blessure. Après, il tapait avec une baguette. Voilà, moi je me suis rappelé ça. Et on était hilar en écrivant cette scène, c'est-à-dire qu'on imaginait les gosses essayant de sauver cet homme qui n'aime pas énormément, et puis donc d'abord en lui pissant dessus, puis ensuite en le frappant. C'était très drôle, mais quand j'ai tourné la scène, c'était malsain. Il y a quelque chose qui n'allait pas, d'autant que on tournait dans une forêt en Corse, près de mon village, et c'est le jour où tous mes cousins ont débarqué. Et tout à coup, je me suis dit, parce qu'en Corse, ce que pensent les gens, le regard des autres, c'est très très important, et je me suis vu en train de filmer, là, il n'y a plus d'innocence, c'est-à-dire un gosse qui pisse sur un mec. Vous devriez aller voir le film. Et ça n'allait pas. La scène était malsaine, elle ne fonctionnait pas. Et j'ai cru que c'était un problème d'axe. Pourquoi cette scène qui nous faisait mourir de rire quand on était dans cette pièce avec cet enfant spectateur imaginaire ne fonctionnait plus? C'est très intéressant. Et donc j'étais paniqué et je voyais les regards un peu interrogatifs, etc. Et je me disais, ça ne va pas du tout. Et à un moment, j'ai compris, c'est vraiment un truc de mise en scène. C'est la première fois que j'ai demandé à l'acteur de surjouer un tout petit peu la réaction, l'indignation et la colère. Je dis, au fond, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'aide pas un tout petit peu le spectateur. Il a joué avec trop de vérité et c'était embarrassant, indécent, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et à un moment, c'est très intéressant ce curseur, comme dans le film de Moretti où il dit à une actrice qui joue hyper bien, il faut que tu joues mieux, ça ne va pas du tout, joue, sois vrai, mais un tout petit peu à côté aussi. C'est ça qu'il a dû comprendre à cet instant-là. Et vraiment, c'est intéressant parce que je me suis dit, vraiment, la mise en scène est au centre de tout geste de cinéma. Ça n'allait pas parce que c'était pas la bonne façon. Et c'est la première fois que je demandais à un acteur de surjouer un tout petit peu, d'aider le spectateur à accepter quelque chose d'un peu cru. Et voilà. Donc ça s'est toujours posé, cette question, pendant toute la fabrication de ce film et jusqu'au bout. On en parlera un peu plus tard. Ce qui est intéressant dans ce que dit Pierre, c'est vraiment le passage du souvenir d'enfance à l'incarnation au cinéma, et quelquefois quelque chose qui est merveilleux comme souvenir du fait que le cinéma, c'est le réel, tout d'un coup, incarné peut devenir hyper trivial ou hyper vulgaire ou beaucoup trop réaliste, et tout d'un coup, ce qui est merveilleux et amusant peut devenir super gênant. C'est un peu une question que je me suis posée quand j'ai vu un film qui n'est pas du tout un film de moi, qui est
le film de Valérie Donzelli, dont j'ai oublié le titre, Marie et Julien, je crois, qui était d'ailleurs un scénario de Truffaut qui raconte une espèce d'inceste fou entre un frère et sa sœur. Et je suis sûre que le scénario était super intéressant et que l'histoire était hyper passionnante. Ce qui est très intéressant, c'est que Truffaut avait refusé finalement de tourner ce film parce qu'il s'était dit, en fait, ça ne marchera pas à l'écran. Incarné de manière réaliste, c'est une histoire qui ne marchera pas. Et en voyant le film de Valérie Donzelli, qui est un film qui a des qualités, mais qui est très étrange, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que ce qui est l'ordre de l'imaginaire du conte, à savoir un frère et une sœur qui s'enfuient et qui ont une histoire d'amour, en fait, incarné par le réel, ça devient un frère et une sœur qui couchent ensemble devant nous. Et en fait, on franchit une ligne rouge et tout d'un coup, on n'est plus du tout dans le conte pour enfants fou et mirobolant, on est dans quelque chose d'affreusement gênant. Et ce qui est très bien à l'écriture, quelquefois incarné, devient en fait affreusement gênant. Voilà, donc c'est intéressant de voir ce qui peut exister dans l'imaginaire enfantin. En fait, quand ça passe par le réel du cinéma, en fait, c'est juste plus possible. Il y a quelque chose qui est plus possible. Oui, c'est la question du littéraire, du cinématographique. Quelque chose fonctionne extrêmement bien. Et il faut parfois renoncer à une scène, d'ailleurs. Mais là, je ne voulais pas renoncer à cette scène et je voulais comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est très intéressant. On va continuer à parler de la chronologie de l'écriture de chaque film. Et avant de montrer des extraits, parce que c'est prévu aussi dans le cadre de cette école, de évidemment montrer des extraits de vos films respectifs, même si vos projets sont très différents, on l'a entendu, vous avez quand même, ces deux films ont comme point commun celui de diriger des acteurs, des jeunes acteurs non professionnels. Et on voulait vous entendre parler peut-être du casting. Comment avez-vous œuvré pour choisir pour Petite Solange le personnage principal ainsi que son frère, et dans la petite bande ces 5 larrons qu'on n'a pas vus avant à l'écran. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du casting qui a préparé la réalisation de votre film? Je voulais bien juste peut-être, et on va parler du casting, mais juste peut-être revenir en arrière, si peut-être Emmanuel, tu voulais rebondir sur par rapport à l'écriture, parce que c'est vrai que sur le casting, on va pas pouvoir trop te demander ton avis. Le casting, c'est très simple pour mes livres pour la jeunesse et ma fille. Voilà. Parce que contrairement à ce que disait Pierre, moi, je ne pense que je n'aurais pas écrit pour les enfants, pour la jeunesse, si je n'avais pas eu moi-même un enfant. Parce que je crois que tu citais Truffaut tout à l'heure, qui disait quelqu'un qui avait des bons souvenirs de son enfance avait une mauvaise mémoire. Truffaut a gardé un souvenir très dur de son adolescence, on le sait. Et moi, effectivement, je ne pense pas que j'écris des romans pour les adultes, qui ne sont pas pornographiques, mais il faut bien faire la distinction, des romans de littérature générale. Voilà. Et je ne sais pas si je me serais aventuré dans l'expérience d'écrire des romans pour les enfants si je n'avais pas eu moi-même un enfant qui, à partir de l'âge 8-9 ans, était en âge justement de commencer à lire des livres elle-même et donc d'écrire des histoires à partir de ses propres expériences ou de ce que je pouvais voir d'elle, ses rapports sociaux ou les aventures qui pourraient lui arriver, que je pouvais après moi mettre en scène dans une histoire. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et votre question, il y avait une question un peu plus précise. Oui, c'était par rapport à l'écriture et à la différence entre écrire des romans pour adultes et pour enfants. Bon, adultes, on a compris ce que ça veut dire. Eh bien, effectivement, oui, il y a une différence. Mais alors, à la différence de ce que disaient tout à l'heure mes deux camarades, c'est que au cinéma, effectivement, il y a le cinéma, il y a les films, comme tu dis, et puis les films pour enfants. Il n'y a pas forcément En littérature, c'est très... en tout cas pour la jeunesse, c'est très segmenté. Il y a les albums pour les petits que les parents lisent, puis après il y a les premières lectures pour les 8-10 ans, puis après, moi je suis édité à l'École des loisirs, il y a même la collection 9 à partir donc de 9 ans. Voilà, c'est très très segmenté. À la limite, il y a même des catégories qui durent juste 1 an ou 2. Donc moi je suis dans une collection qui s'adresse aux enfants qui commencent à lire par eux-mêmes, donc c'est à partir du CP, mais en vérité plutôt CE1, CE2. Donc j'écrivais des livres que ma fille pouvait lire d'une certaine façon, en m'inspirant pas mal des situations qu'elle pouvait vivre et en mêlant à des choses que moi j'avais pu vivre aussi. Mais je ne fais pas vraiment de différence entre écrire un livre pour adultes et écrire pour un livre pour enfants, c'est-à-dire que
je ne vais pas brider mon écriture, je ne vais pas limiter le vocabulaire, je ne vais pas renoncer à des choses que j'aime bien. Dans la littérature pour adultes, j'aime bien les assonances et les allitérations. Je l'utilise pour les enfants. Alors, peut-être que je force un petit peu plus pour que ça apparaisse un peu plus, que ce soit un peu moins peut-être subtil, mais en tout cas qu'il y ait ce jeu avec le langage. Et je crois que je ne m'interdis pas grand-chose lorsque j'écris pour les enfants. Il faut aussi préciser que pour les adultes, je n'écris absolument rien de transgressif. Je suis quelqu'un d'assez... je ne sais pas comment on pourrait dire... policé ou je ne sais quoi. Bref, mes romans ne mettent pas en scène ni de choses violentes, ni de choses subversives, etc. Donc je pense que je n'ai pas besoin de me brider. Et je voulais juste dire quelque chose, c'est que moi toujours, parce qu'on parle avant tout de cinéma, j'ai toujours un a priori lorsque je vais voir un film avec des enfants. J'ai toujours peur que ce soit mal fait d'une certaine façon. Justement, Truffaut disait souvent que beaucoup de films, c'est pour ça qu'il a voulu faire aussi Les 1500 coups, il trouvait qu'il y avait trop de films qui mettaient mal en scène les enfants ou qui étaient un regard d'adulte sur les enfants. Et donc j'ai toujours un a priori, mais à chaque fois que j'en vois un, je dois sans doute bien les choisir, à chaque fois je suis complètement pris et submergé par l'émotion. Par exemple, alors c'est des vieux films, mais par exemple La Maison des Bois de Maurice Pialat, je tiens un quart d'heure et après ça y est, je fonds en larmes. J'ai amené ma fille voir L'Enfant sauvage de François Truffaut. Je sais que ça peut me tirer des larmes, mais là j'avais mes lunettes de soleil pendant tout le film parce que c'était plus possible. C'était elle qui me rassurait pendant le film. Et effectivement, je pense que lorsque des bons metteurs en scène honnêtes, je pense, s'approprient des histoires d'enfants, ça peut faire des films effectivement extrêmement beau, extrêmement touchant, et que voilà, j'ai cet a priori souvent, et souvent je me fais avoir. Alors on revient peut-être sur le sujet du casting. Oui, alors moi j'ai une question à poser avant à Pierre et Emmanuel. À Pierre et Emmanuel sur. Bon, moi, Petite Solange, est un film qui est hybride, puisque c'est pas un film pour enfants, mais c'est un film qui raconte l'enfance. Mais j'ai une question à vous poser sur vous qui avez fait vraiment 2 catégories d'œuvres très différentes, œuvres pour adultes et œuvres pour enfants, notamment sur la question des dialogues. Voilà, moi, par exemple, je pense que ça m'intéresserait beaucoup d'écrire pour des enfants, mais je pense qu'il y a vraiment un moment donné où je serais tétanisée, c'est vraiment sur l'écriture des dialogues, où tout d'un coup... Comment parle un enfant? C'est quoi le vocabulaire aujourd'hui? C'est quoi leur syntaxe? Alors même que j'ai 2 enfants, donc je ne devrais pas paniquer. Alors même que j'ai 2 enfants et que par ailleurs, les enfants ont plein de manières de parler différentes. Il n'y a pas un type de parler enfant. Mais toi, par exemple, Emmanuel, moi j'ai fait l'expérience ce week-end de refeuilleter La Fugue Thérémine, qui est un livre, un très très beau livre, mais extrêmement sophistiqué, méticuleux, précis. Et complexe en écriture. Un enfant de 10 ans essaie de lire ça, il arrête au bout du premier paragraphe. Et comment tu passes de La Fugue Thérémine au service secret de sa mémé? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement de cerveau, quoi, quasiment. Et je vous poserai la même question sur vraiment... C'est pas tellement sur les péripéties, c'est plutôt sur comment parlent les enfants. Voilà, que tout d'un coup... La fausseté arrive très très vite. Comment on fait pour écrire les dialogues pour enfants? Voilà, d'enfants entre eux, comment on fait? C'est intéressant parce que les dialogues que j'écris pour les adultes ne sont pas du tout vraisemblables ou réalistes. Ils sont déjà empreints d'une forme de, j'espère, de poésie, mais enfin, ils sont très littéraires, ils sont très écrits, surtout sur En Liberté, par exemple, où j'avais poussé très loin ça, où à un moment, avec Benoît, on se demandait si on allait même pas trop loin, parce que le couple Pio Marmaille, Audrey Tautou, ils étaient à 2 doigts de parler en vers, mais j'adorais ça. C'était une façon pour moi d'assumer la fiction. Donc j'ai fait la même chose pour La Petite Bande. Je ne me suis pas du tout posé la question de savoir si ces enfants, si ça correspondait exactement, si tu veux, au langage oui, à leur langage actuel. D'ailleurs, à un moment, je me suis rendu compte, c'est toi qui on s'est dit, merde, il n'y a pas de portable du tout dans le film, parce que c'était mon enfance, et Benoît m'a dit, mais Pierre, il n'y a pas de portable. Et on a eu cette idée que les gosses, comme ils sont en train de faire quelque chose de grave et de dangereux, ils disent, on met les portables, on s'en sert plus. Je m'en suis sorti comme ça. Et au fond, le dialogue, c'est pareil, j'ai pas pensé à ça. Alors, on m'a dit que c'était très ordurier, et c'est vrai qu'ils parlent comme des charretiers.
Oui, l'ingé son me dit, mais Pierre, oui. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je me servais des putains, des merdes comme de ponctuation. Pas du tout, c'était pas pour moi une façon de... C'est beaucoup comme ça aussi dans le Sud. Donc les enfants, ils jurent, ils disent mais putain, c'est pas vrai, etc. Et à un moment, l'ingé son est venu me voir, il m'a dit mais Pierre, il y a beaucoup de gros mots. Donc j'ai dit si tu veux, on essaye une autre version, ça marchait plus du tout. Les enfants adorent jurer par ailleurs. Alors c'est drôle parce que moi j'avais des enfants qui venaient de plein d'univers différents. Il y avait un gosse qui venait des cités, il y avait un gosse qui venait d'un petit village avec des parents intermittents. Et il y avait un gosse qui venait vraiment d'un milieu très privilégié. Il s'était fait hyper copain évidemment avec le mec des cités et donc il adorait en rajouter. Les parents ils étaient horrifiés quand ils ont récupéré l'autre môme qui était mais... Wow, il allait très très loin lui. Non, mais tu sais, j'ai vraiment écrit des dialogues. Je les ai pas parce que j'ai pensé à Truffaut. J'ai dit mais attends, comment il a dirigé les enfants? À un moment, je me suis posé ces questions-là. Comment je vais faire? Et j'ai regardé des interviews. Je suis tombé sur une interview de Truffaut où il dit au fond, je délègue le langage, je délègue le rôle presque et les mots aux enfants. Et moi, je ne pouvais pas parce que c'était déjà très très écrit. Je me suis dit il faut que je me cogne ce truc de la rupture, de la technique. De la réaction, enfin du jeu pur. Et donc, il a fallu apprendre à ces enfants à jouer comme des adultes, parce que même si ça paraît être très naturel et qu'ils parlent comme enfin que c'est très grossier, c'était très écrit. Cette grossièreté-là, elle était, vous savez, vraiment, je me demandais si je mettais le putain là ou si je le mettais après la virgule. Enfin, c'était très comme ça, et je joue le truc, et je leur ai appris à jouer comme ça. Donc, il a fallu les choisir. Donc, pour répondre à ta question, on a fait d'abord un casting très large et j'ai d'abord cherché des personnalités. On posait des questions à ces enfants, c'est quoi tes héros, tes héros dans la vie, c'est quoi ceci, c'est quoi des questions un peu personnelles. Et puis après, on a réduit comme ça. Et une fois qu'on a eu une centaine d'enfants qui étaient singuliers, intéressants, etc., on les a fait jouer. Et voilà. Mais il n'y a pas d'impro dans le film, donc c'était très écrit. C'est intéressant ce que dit Pierre, parce que de manière un peu démagogique, on peut croire qu'il suffit de prendre un enfant et de lui donner la plus grande liberté possible, et c'est comme ça que le film sera juste au final. En fait, moi, je crois que c'est un peu comme le metteur en scène, c'est un peu comme un prof. Moi, par exemple, j'ai une petite fille de 11 ans et son institutrice préférée, c'était Madame Chauvet, qui n'était pas du tout cool, qui était hyper sévère, mais juste, qui était hyper rigoureuse, mais avec un espèce d'humour pince sans rire. Voilà, un mélange de rigueur et de fantaisie. Et c'était sa maîtresse préférée, beaucoup plus que les profs, beaucoup plus babacool, etc. Et j'ai un peu pensé à ça quand j'ai commencé Petite Solange, en me disant, mon héroïne qui a 14 ans, qui a 13-14 ans, qui était assez enfantine quand même, est-ce qu'il faut que je la laisse totalement libre ou est-ce qu'il faut que je sois très cadrante? Et en fait, j'étais très cadrante, voilà, parce que moi, naturellement, je suis très cadrante. Et puis, je suis comme Pierre, moi, j'aime le cinéma de fiction. Et la fiction, c'est la précision. Voilà, c'est pas l'impro comme ça... un peu sans queue ni tête et qui souvent en fait est très mauvaise, c'est vraiment la précision et le style. Et je sais qu'il y a une séquence où je me suis dit, allez, je vais lui accorder une petite récré et puis je vais lui dire, en fait là tu fais ce que tu veux, tu te déplaces comme tu veux dans cette séquence, champ libre. Et en fait elle a complètement paniqué. C'était pas du tout heureux pour elle que je lui dise, là c'est la récré, ce que tu fais ce que tu veux. Elle était complètement décomposée. Et dès qu'on a commencé à lui redonner des consignes très précises, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, en fait, elle s'est épanouie à nouveau. Et ça l'a structurée, en fait. Voilà. C'est intéressant de se dire qu'en fait, les enfants, souvent, ont besoin d'une espèce de structuration. Et à l'intérieur de ça, ils peuvent s'ébattre. Voilà. Mais si on leur laisse le champ libre, en fait, panique à bord, quoi. Voilà. Donc, j'ai retenu la leçon de Madame Chauvet. Mais c'est pareil avec les adultes. Sévère, mais j'ai toujours trouvé que l'improvisation avec des acteurs... plus âgés ne produisait souvent que du conflit, très peu de poésie et une espèce de vérisme plutôt que de vérité absolue. Ça m'a jamais vraiment intéressé, donc je trouve que c'est pareil avec les enfants quand on les laisse improviser ou être entre guillemets eux-mêmes. Ça peut être marrant, etc. Mais pour moi, c'est très très loin d'une idée que j'ai du cinéma, quoi. Et, voilà. Mais là, par contre, par exemple, par rapport au casting, ce que tu disais d'aller chercher des personnalités, c'est quelque chose que tu n'aurais sans doute pas eu l'idée de faire sur un film avec des acteurs adultes.
c'est vrai. Enfin, je ne sais pas exactement. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la personnalité, elle va toujours sortir. Même dans un... Et c'est pareil pour les récits. On a beau circonscrire, on a beau, et tant mieux d'ailleurs, cerner comme ça, blinder son scénario, être presque un peu sévère, il y aura toujours une liberté immense qui va arriver. Et d'ailleurs, plus c'est cerné, même si on prend des personnalités... c'est pour ça qu'il faut prendre des personnalités un peu fortes, parce que si on a un dialogue, par exemple, extrêmement écrit, il ne faut pas imaginer qu'il n'en sortira pas une immense poésie, une immense liberté. Et voilà. Je me rappelle qu'un jour, Daniel Auteuil, voilà, j'étais un peu serré sur le texte, il m'a dit, mais Pierre, et sur le jeu, il m'a dit, tu peux vraiment me diriger au millimètre sur le truc et au rythme, etc. Entre moteur et coupé, il y aura toujours pour moi un espace immense. C'est pareil pour le récit. Vous avez beau circonscrire le récit, le genre, être extrêmement précis, à un moment, à l'intérieur de ça, justement, il y a un univers, il y a une liberté incroyable. Et donc, j'avais besoin de vecteurs comme ça, de personnalités fortes, attachantes, parce que je savais justement que j'allais les contraindre avec du récit, avec du dialogue, avec de la mise en scène. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose qui émerge de ça, qui prenne d'ailleurs le pouvoir là-dessus. Donc on a cherché des enfants qui avaient et de la technique quand même. Je me rappelle par exemple que Redouane, qui n'avait jamais joué, c'était un acteur qui avait une technique incroyable. Il a compris tout de suite que la réaction était plus importante que l'action. Il faisait des double takes, qui est un truc de comédie extrêmement artificiel, mais très efficace, que faisait hyper bien Cary Grant. Je me voyais en train d'expliquer à ce gamin, tu regardes une première fois, ça ne te fait rien, puis tout à coup, ça monte au cerveau et tu réagis. Et il faisait ça magnifiquement, comme un clown génial. Mais vous avez beau serrer le texte, vous avez beau serrer la mise en scène, restera toujours la poésie, l'intériorité, la beauté des êtres. Donc, je savais que j'avais absolument besoin, justement, comme j'ai eu besoin de Guillaume Depardieu pour casser cette rigueur, etc., j'avais besoin de belles personnalités qui allaient insuffler de l'intérieur une liberté et une humanité. Et est-ce que, Benoît, tu as participé à cette... enfin, en tout cas, en conseil sur la partie casting, justement Sur la partie casting, non. Enfin, j'ai vu, j'étais hyper content de ce qu'il avait choisi. Mais moi j'ai vu les rushs, et donc Pierre, il parlait beaucoup pendant qu'il jouait. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment démené pour ce film, peut-être que plus que pour les autres, mais même physiquement, le fait de se lever de sa chaise et d'aller mimer le truc, de s'agiter, de répéter les scènes. Donc il était très actif, quoi, parce qu'au début, c'était dur. Et après, un phénomène qui était marrant dans son film, c'est que c'est une bande quand même. Et c'est une bande, c'est une entité autonome, un peu une bande. Et donc, il y avait aussi cette partie-là. À un moment, les enfants, ils étaient vraiment une bande. Et je crois que d'ailleurs, ils étaient très copains dans la vie, après, etc. Mais Pierre parlait beaucoup sur les prises, etc. C'était pas du tout... tranquille, ça demandait beaucoup plus d'efforts. Et d'ailleurs, au début, il était assez paniqué. La première semaine, en disant, oh là, ça va être très, très dur. Parce qu'il y a très peu d'adultes dans le film. Il y a Pio Marmaille, il est une après-midi, je crois, et on voit la mère 17 secondes, mais c'est que des enfants tout le temps. Et le patron qui kidnappe, on ne peut pas dire qu'il a un rôle très sophistiqué. Oui, il est dans la pantomime, il grogne, etc. Donc c'était vraiment le travail, c'était vraiment de diriger les enfants. Et j'ai l'impression que ça lui a demandé beaucoup de... Vas-y. Non, c'est intéressant parce qu'il y a la honte de jouer. Donc je voulais t'en parler. Moi, je me suis rendu compte le premier jour qu'ils avaient peur, parce que les enfants, ils se regardent, ils s'observent, et personne n'osait faire le premier pas. Donc j'ai fait ce que dit Benoît, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis levé, j'ai commencé à pleurer, à hurler. Je me suis dit, il faut qu'ils mettent leur fierté de côté, il faut qu'ils mettent leur... Et donc je me suis rendu ridicule en surjouant, en pleurant. Et ils me regardaient me rouler par terre en disant, mais il fait une crise d'épilepsie, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Mais je savais que si je dépassais ma honte, voilà. Et il y a un enfant qui a fait le premier pas, qui a commencé à jouer. Puis il y a eu un phénomène de mimétisme, c'est-à-dire que en voyant Redouane jouer et jouer si bien, les autres enfants se sont dit moi aussi, etc. Voilà, donc j'ai passé mon temps, et c'est pour ça que je parlais de Truffaut au début. Je me suis dit, comment il a fait lui? Lui, Truffaut, il dit j'ai délégué. Et après, j'ai vu Spielberg. J'ai vu Spielberg diriger le gamin dans E.T. et dire voilà, tu vois ici que ça. Et donc, j'ai passé, si vous voulez, 3 mois à essayer d'insuffler de l'énergie et de la vérité à ses enfants. Et je me suis dit, finalement, ça m'était apparu pendant que je faisais un film qui s'appelait Dans la cour. C'est ça, peut-être, faire un film. C'est qu'un film, parfois, j'ai l'impression que c'est un cadavre et qu'on est comme les mecs du SAMU.
que le réalisateur, on est comme, c'est ça notre métier, c'est qu'on insuffle comme ça de l'énergie, qu'on pompe, et dès qu'on s'arrête, tout redescend, même le plateau, même les techniciens, qu'il faut constamment insuffler de l'énergie. C'est ce que j'ai fait avec les mômes. Donc, j'imagine que je serais curieux de savoir si à un moment tu jouais. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que faire un film, c'est arracher au néant quelque chose, quoi. C'est une espèce de travail, mais c'est absolument épuisant, quoi. Chaque matin, c'est le néant par terre, et du néant, il faut absolument arracher quelque chose, quoi. C'est titanesque, en fait, et très fou, voilà, comme tâche. Alors moi, c'était différent parce que moi, j'avais pas, ma Solange, c'est pas un enfant, elle avait 13-14 ans, et moi, j'ai eu la chance d'avoir affaire à une jeune fille très particulière. Pendant le casting, moi, je voulais pas du tout, j'ai pas du tout cherché, comment dire, une jeune fille dont seul le naturel était merveilleux. Voilà, parce que moi, j'aime le jeu d'acteur. Et pour moi, le jeu d'acteur, c'est pas qu'une nature d'acteur. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens du jeu, qui aime jouer, qui aime composer, etc. Donc, c'était pas du tout un casting à la Doyon, voilà, chercher juste un enfant qui a une espèce de naturel ébouriffant. Je voulais une jeune fille qui soit à la fois dans une forme d'abandon, mais qui soit profondément actrice. Voilà, ce qui est un peu aberrant. En général, à 13-14 ans, celles qui sont profondément actrices sont déjà des petits singes. C'est horrible à dire, mais j'en ai vu qui étaient déjà un peu dans des codes de jeu qui les bouffaient, en fait. Et ceux qui sont purement naturels, en fait, donnent pas de dessin à la scène. Voilà. Et moi, j'aime quand il y a un dessin dans une scène. Et je suis tombée sur cette Jade Springer, voilà, qui est vraiment une jeune fille absolument exceptionnelle. Et ce qui est très intéressant en casting, c'est qu'on s'est confronté à quelque chose que moi, j'avais jamais vu dans un casting pour adultes. C'est que Petite Solange est un mélo. Et donc, il y avait des scènes tristes à expérimenter pendant le casting. Et en fait, très peu de jeunes filles y arrivaient. Et on ne comprenait pas du tout avec mes directrices de casting pourquoi ces jeunes filles sont très bonnes dans les scènes un peu drôles du film, enfin un peu légères, et pourquoi sur les scènes plus douloureuses, on les perd. Et en fait, en les questionnant, on a compris quelque chose. À 13-14 ans, c'est un âge où un adolescent qui n'a pas encore fait l'expérience d'une très grande souffrance, en fait, peut pas la jouer, a beaucoup de mal à la jouer. Voilà, chose que j'avais pas du tout anticipée, parce que moi, j'ai travaillé avec des acteurs adultes qui, d'une certaine façon, peuvent tout jouer. Et là, on a compris quelque chose. 13-14 ans, c'est un être humain de 13-14 ans qui n'a pas vécu une espèce de douleur fulgurante, intime dans sa vie, en fait, aura beaucoup de mal à la jouer. Voilà. En fait, on le comprend, mais sur le moment, on ne l'avait pas compris. Et comme par hasard, la jeune fille qu'on a prise, Jade Springer, est une jeune fille qui avait vécu des choses très violentes dans sa vie. Et qui comprenait la douleur. Voilà, j'avais même pas besoin de lui expliquer la douleur, elle la comprenait. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très particulier que j'ai testé avec ce film. Et moi, mon actrice, elle était hyper étrange, elle supportait pas que je m'approche d'elle, donc c'était un truc. Il fallait surtout pas que je m'approche d'elle. Et elle avait une tactique un peu très particulière, mais que je trouve très enfantine, c'est qu'elle avait décidé que son meilleur ami serait surtout pas la réalisatrice, qui était un peu le proviseur en fait pour elle. Mais que sa meilleure amie, ça serait, je sais pas, la productrice. Non, la stagiaire de la stagiaire caméra ou le reaper, enfin des gens plus jeunes, beaucoup plus jeunes que la réalisatrice et beaucoup plus bas dans la hiérarchie. Moi, j'étais un peu la proviseure, donc elle avait un peu besoin d'avoir peur de moi et de me tenir à distance. Mais c'est une logique enfantine. Et en fait, elle était très amie avec des gens de l'ombre. Donc c'est une jeune fille qui est très étrange et qui est très autonome. Donc je crois qu'elle fait de la peinture, du dessin, voilà. Donc c'est un rapport de jeu qui est très différent. Mais c'est vrai que sur le tournage, on avait des trucs de logique enfantine à comprendre en permanence, chose qu'on n'a pas à faire, voilà, quand on travaille avec des acteurs adultes. Par exemple, une fois pour la diriger, je l'ai prise comme ça par le bras pour l'amener vers un placard de cuisine. Et en fait, elle a fait une grimace comme si je l'agressais horriblement. Et j'ai compris que j'étais une adulte là qui emmerdait une petite fille et qu'il fallait surtout pas que je la touche. Voilà. Alors que d'habitude, les acteurs, ça les gêne. Adultes, ça les gêne pas quand on fait ça. Mais c'est un terrain miné quand même un enfant, parce qu'il faut vraiment cartographier les endroits vulnérables, les endroits qui ne le sont pas. Il faut se mettre dans une logique enfantine. Et ce qui peut paraître très anecdotique pour nous peut être un peu une catastrophe pour lui. Voilà, vraiment, le jour où je lui ai saisi le bras, j'ai eu l'impression que je lui avais foutu une gifle, quoi. Elle l'a vraiment très, très mal vécu. Mais voilà, c'est aussi ce qui rend le tournage intense, que tout d'un coup, des choses très, très banales sont minées, en fait.
Voilà, mais je voudrais que Emmanuel réponde à la question, est-ce qu'on change de cerveau quand on passe de la fugue Térémine au service secret de Saint-Mémé? Oui, sans doute qu'on change de cerveau. Je ne sais pas trop. J'aurais du mal à répondre à cette question en réalité. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je n'essaye pas de me rabaisser, de dire les enfants sont plus idiots, ou pas plus idiots, mais savent moins de choses, et il faut être un peu plus didactique, pédagogue, etc. Je me laisse autant de liberté que pour un roman pour adultes. Je pense que le fait d'avoir un enfant qui a l'âge des livres que j'écris et qui a l'âge pour les lire, ou à peu près l'âge des personnages enfants de ces livres, m'aide beaucoup. Et je suis très impressionné par... Je connais des auteurs jeunesse qui ont même beaucoup de succès et qui écrivent des livres formidables et qui n'ont pas d'enfants, par exemple. Et je pense donc peut-être qu'ils puisent dans leur propre enfance, à eux-mêmes. Moi, mon enfant, je ne veux pas en entendre parler. Je ne sais, je suis très surpris. Moi, c'est vraiment en observant ma fille, et ma fille peut me rappeler ce que moi j'ai pu être éventuellement, mais je suis en tout cas très impressionné. Je sais qu'Axel les enfants, je ne sais pas Pierre, mais je suis très impressionné par des adultes qui arrivent à mettre en scène, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, des enfants et qui n'en ont pas sous les yeux d'une certaine façon, en tout cas directement. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Parce que, alors, en revanche, tu avais la question des dialogues tout à l'heure. Moi, je pense qu'un enfant, surtout pour l'âge pour lequel j'écris, effectivement, qui est 8, 9, 10 ans, on peut écrire tous les styles. On peut des dialogues extrêmement soutenus, complètement loufoques. À cet âge-là, ils acceptent tout. Je pense qu'à l'adolescence, ça commence à changer. Il y a des trucs qui ne se font pas, qui ne se disent pas. Les baskets, il faut que la languette soit là, mais pas là. Il faut que la casquette elle soit comme ci ou comme ça. Et je pense que dans le langage aussi, moi je dis encore ça passe crème, mais en fait on m'a dit que c'était en 2021 qu'on disait ça et qu'en 2023 il fallait absolument pas le dire. Mais je pense que ça c'est à l'adolescence où il y a vraiment des modes très précises qui peuvent durer que quelques mois ou du temps d'une saison, qui sont liés à j'allais dire aux vedettes, mais ça y est, je suis un boomer moi, aux stars, je ne sais, peut-être qu'il y a un autre mot maintenant, qu'ils admirent. En revanche, pour des enfants, effectivement, moi, donc 8, 9, 10 ans, je pense qu'ils sont prêts à tout entendre. Qu'on s'exprime comme à la cour de Louis XIV ou comme dans une banlieue quelconque, ils acceptent tout. Ils peuvent lire un Tintin et ils peuvent lire un truc, un manga d'aujourd'hui. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est très, très malléable. En revanche, vous êtes attaqué à des adolescents et je pense que c'est peut-être différent. Mais c'est une question de cinéma, parce que moi je crois qu'on crée un univers et qu'après à l'intérieur le reste n'est pas grave. C'est-à-dire chaque film est un univers, comme je disais tout à l'heure, qui est comme ça, qui est cerné, qui a ses règles, etc. Donc à l'intérieur de ça, moi je me suis pas préoccupé de savoir si, même si le cinéma, je pense qu'il a une obligation de contemporanéité, il doit quand même parler à son époque. Je me posais pas ces questions de savoir si c'était juste ci ou ça. C'était à moi de créer un univers, un monde, une tension, un récit, à nous qui fasse que tout ça n'est pas d'importance. Il faut croire à la vérité du film et ne pas la rapporter à une immédiateté, enfin tu vois, quelque chose qui soit... Voilà, moi c'était ça qui était intéressant. Mais comme au cinéma, on peut faire parler, même dans des films contemporains, des personnages d'une certaine façon, sans qu'on se dise, mais mon Dieu, ça correspondrait, etc., exactement au langage du moment. J'ai eu cette même logique avec les enfants. C'est l'abstraction, et puis après, ça nous emmène. Justement, on a envie de les entendre à l'écran, vos personnages. Ce qu'on vous propose, c'est de voir des extraits que vous avez choisis, ce qui nous permet de faire une pause, et ensuite on rediscute. Par contre, je crois qu'il va falloir qu'on se lève et qu'on se mette sur les côtés pour que tout le monde puisse bien voir. On écoute Solange et Lily. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sur Greta Thunberg. On a choisi ce sujet parce que pour nous, Greta, c'est la femme la plus importante de l'époque. Enfin, c'est pas juste une femme, c'est la femme. Et bon, d'accord, elle a que 17 ans, il y en a qui la trouvent ridicule. Mais il y en a même plein qui disent qu'elle est manipulée. Mais nous, on dit que
on dit que c'est n'importe quoi. Parce que Greta, c'est notre héroïne. C'est elle qui va nous sauver de la fin du monde. Oui, de la fin du monde. Les filles, on se calme un peu. Mais c'est sérieux. On va tous droit dans le mur. Et il y a une fille ici qui peut nous indiquer le chemin. Et cette fille qui n'a pas peur, c'est Greta. Alors, qui connaît pas encore Greta ici? Qui? Bah, levez la main, on va pas vous manger. Merci pour le coup de main, chérie. Tu me fileras 20 balles en échange? Faut que j'aille faire du shopping ce week-end avec Lily. Dis-moi, chérie. Gina, tu la connais bien? Tu la vois souvent à la boutique? Gina. Aurélien, ton nom? Oui, Gina. Oui, je la connais. Sur une échelle de 10, tu la trouves jolie? Jolie comment? 6? 7? 8? 9? Je pose ta robe là. Donc on va peut-être partir de ces deux extraits pour reprendre les échanges, la conversation. Donc dans les extraits qu'on a vus de Petite Solange, on voit le monde des enfants, le monde des adultes. Peut-être peut-on
évoquer les choix de mise en scène pour séparer ces deux mondes. Et la petite bande, ce qu'on a vu en fait, c'est la fin du film, c'est vraiment la toute fin. Et on se demandait si, quand on écrivait pour la jeunesse, on se posait des limites. Est-ce qu'il y a pas de l'autocensure, mais est-ce qu'à un moment on se pose des questions d'ordre moral, est-ce qu'on va jusque-là, etc. Oui, bien sûr. Je voudrais dire un truc sur l'extrait de Petite Solange qui me frappe là, c'est comment la douleur des adultes parfois leur autorise une forme de cruauté. C'est ça qui est beau dans cette scène. C'est qu'elle bouscule, enfin c'est très violent ce qu'elle fait à sa petite fille, quoi, quand elle, comme si sa douleur l'autorisait. Donc il y a un truc de film avec un enfant, presque comme s'il fallait dire aux adultes à quel point parfois la douleur les autorise à manquer de délicatesse. Donc on dirait presque une sorcière, à la fin elle met son truc, etc. Et c'est un vrai geste de mise en scène, donc c'est une belle scène. Après, bon, peut-être Benoît, on peut parler... C'est compliqué cette fin parce qu'on a un enfant qui tue, entre guillemets, un homme. Hein ? C'est sûr qu'il le tue. De façon magique. Hein. C'est pas vraiment lui qui le tue. À moins que tu crois au super pouvoir qu'il a dans la main. Mais on a demandé à Pierre de la couper, cette scène, pour l'étranger, parce qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était absolument pas possible de finir comme ça, quoi. Et ça a été à l'écriture, pareil, on se posait la question, et au montage, encore 10 fois plus. Non, c'était vraiment on a vu avec, sans la fin. Et il y avait une fin qui était très belle, où il n'y avait pas... ça se terminait avant, en fait, un tout petit peu avant. Tu peux raconter comment ? Bon, en fait, je suis désolé, on n'a pas présenté la scène avant, mais cet enfant rêve d'avoir des super pouvoirs. C'est un enfant qui est fort dans sa chambre, tout seul, mais qui est très malheureux. Ensuite, à l'école, il est un peu martyrisé. Et il essaie toujours d'avoir des super pouvoirs. Et à la fin, donc, il y a de l'eau qui a pollué cet homme. Et l'homme est un patron d'usine qui pollue une rivière. Il boit la flotte, il vomit. Il y avait cette ironie. Et puis ce sentiment qu'il y avait, il y avait un peu une idée d'autodestruction. Il crée son propre destin funeste. Et l'enfant, lui, croit que c'est lui. Et puis c'était un petit prophète, c'est-à-dire que c'est un enfant... il y avait cette idée de cet enfant, vous savez, il est tombé dans la rivière, donc il a des boutons partout, il a perdu ses cheveux. Et puis qui se dresse. C'est un mutant et il se dresse, et voilà. Et en même temps, il y a une ironie, c'est pas du tout lui qui le met dans la rivière, c'est ce mec boit l'eau qu'il a polluée. Voilà. Alors après, ça pose plein de questions qui sont très intéressantes. Parce que tu me disais un truc, Rosalie, tu me disais quand on en parlait, je n'aime pas les films qui tuent les méchants au cinéma. Et moi, je déteste ces films-là. C'est-à-dire que je déteste les films qui créent des monstres pour les punir ou pour les faire souffrir. Il y a beaucoup de films américains qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on invente un personnage monstrueux qui libère tout à coup une possibilité de jouissance. Enfin, il y a une espèce de jouissance à filmer la souffrance. Et donc, nous, on s'est beaucoup posé cette question. Mais on avait conçu le film comme et on a essayé de donner des signes, comme un conte. Et dans le conte, le monde est vivable, à nouveau vivable, quand l'ogre disparaît. Et on voulait arriver à ça. Et on s'est beaucoup posé de questions. Et je trouvais qu'il y avait une espèce d'ironie qui est une forme de morale, puisqu'on m'a dit que cette ferme n'était pas morale. Voilà. Donc, on sait, puisque c'est le thème aujourd'hui du truc, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les films un peu contrebandiers, on s'est posé cette question-là. Mais moi, je voulais montrer des enfants qui deviennent d'une certaine façon... oui, enfin des enfants engagés et dépassés, et avec la dimension tragique que ça peut avoir. Et donc, on a été au bout de ça. Quand on m'a demandé de couper la fin, enfin de la changer pour les ventes à l'étranger, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient choqués par cette fin, vous ne pouvez pas expliquer 20 fois que le gosse ne le tue pas, que c'est une ironie. À un moment, il y a une image qui est forte, et puis il faut l'assumer, vous l'avez créée, cette image. Et j'ai essayé de faire une autre fin, on a essayé avec Benoît, et on a trouvé... Si vous voulez, une fin où les enfants, c'est-à-dire qu'ils libèrent cet homme qu'ils ont condamné, il y en a un qui dit on devrait le garder plus longtemps, il dit non, c'est pas de sa faute, il est comme il est, et l'idée de vengeance était malsaine, etc. Ils le laissent partir, et puis ils assument, c'est-à-dire que si vous voulez, à la fin, ils se prennent la main, et ce sont des enfants qui sont plus dignes que les adultes. Et je me suis dit, mais merde, cette fin, elle est presque plus belle que celle qu'on avait trouvée. Et j'ai dit Enfin, c'est un drôle de truc à faire. Hein. J'ai dit aux vendeurs à l'étranger, si tu veux, on peut
on peut faire cette fin parce qu'il y a une noblesse, les enfants sont assez beaux là-dedans et tout. Non, elle n'est pas partie comme ça. Finalement, on a gardé la même fin parce que j'y arrivais pas. Voilà. Mais voilà, ça pose beaucoup de questions et je me les pose encore. Et je ne sais pas si on est allé trop loin, si on a été au bout. Bon, voilà, j'avais l'impression de faire un conte un peu. On voulait faire quelque chose d'un peu âpre. Ça a été reproché au film quand même, cette noirceur. Le film, il n'a pas marché, je me suis planté. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne devait pas aller. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans ce que racontent Pierre et Benoît, là, c'est que, dans le fond, la logique enfantine qui a sa vérité peut être très périlleuse, en fait, une fois qu'elle est exposée. Voilà, parce que moi, je suis sûre que Pierre et Benoît ont profondément raison d'avoir fait cette fin. Mais je vois bien, quand je vois le film, en quoi, en fait, elle est périlleuse, exposée publiquement. Voilà. Et moi, avec Petite Solange, je me suis confrontée aussi à ce genre de problème, alors de manière moins saillante. Mais en tout cas, par exemple, dans les versions initiales de Petite Solange, les parents étaient très durs, en fait. Voilà, elle était dans une famille très différente, avec des parents très durs, très bourgeois, très cassants. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça hyper cruel. Et systématiquement, en commission, je me faisais rétamer sur le mode c'est hyper désagréable, on ne peut pas montrer des adultes comme ça, des adultes ne peuvent pas être comme ça avec leurs enfants d'aujourd'hui. J'ai beaucoup résisté parce que déjà, je pense que les parents peuvent être terribles avec des enfants. Et je pense surtout que les enfants nous voient surtout souvent comme des êtres terribles. C'est ça qui m'intéressait. J'ai fait preuve de pragmatisme et j'ai beaucoup adouci les parents au final. Et voilà, et j'en suis très contente. Mais en tout cas... mon intuition de départ était une intuition que moi je pense très juste en fait sur la logique enfantine qui voit les adultes comme des êtres terribles, mais je vois bien que exposé publiquement il y a quelque chose qui passait pas, voilà. Et sur la fin de Petite Solange, c'est intéressant aussi, Petite Solange, pour ceux qui se termine par une grande scène où l'héroïne revient quelque temps après dans la maison familiale qui a été le lieu de son drame, et elle revient après avoir quitté ses parents alors que ses parents étaient vraiment l'amour de sa vie. C'est une espèce de scène d'explication entre la jeune fille et ses parents et son frère. Et les gens ont deux rapports très différents à cette scène. Alors, il y a ceux qui voient très bien que c'est une scène en fait hyper cruelle, que c'est l'histoire d'une jeune fille qui dit adieu aux gens qu'elle a le plus aimés, mais adieu de manière très définitive. Voilà, c'est une scène assez dure. Et il y a des gens qui ont une lecture très lumineuse de la scène sur le mode ça y est, elle va revoir ses parents. Bon, c'est un petit peu dur, mais la famille est ressoudée. Et à chaque fois, je leur dis non, mais là, vous délirez. La famille n'est pas du tout ressoudée. C'est une scène de rupture, en fait. C'est un naufrage. Et quand je leur dis ça, ils sont très, très, très choqués. Voilà. Comme si la logique enfantine, qui est aussi une logique de cruauté et de dureté, était quand même très dure et très périlleuse une fois qu'elle est exposée publiquement. Voilà. Et ce qui nous paraît en fait le plus juste du point de vue de la logique enfantine est peut-être le plus dur, peut-être même pas simplement commercialement, mais il y a quelque chose de scandaleux en fait. Dans la logique enfantine, il y a quelquefois quelque chose de scandaleux pour les adultes et que c'est compliqué de le faire passer. Voilà, c'est périlleux en tout cas. Et tu dis, excuse-moi, exposé publiquement, tu veux dire à l'écran ? À l'écran ou même dans un livre, ça fait scandale en fait. J'ai l'impression que c'est le passage de l'écriture à l'écran qui crée cela. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'un enfant peut lire des choses beaucoup plus cruelles à l'écrit, mais ça reste que de l'encre sur du papier d'une certaine façon, que c'est pas représenté. Et justement, c'est une question que je voulais vous poser, vous Sina, parce que effectivement, écrire dans un livre que un enfant va croire avoir des pouvoirs et va envoyer une voiture dans le ravin. Okay, il envoie la voiture dans le ravin, mais de voir la voiture tomber dans le ravin, la voiture qui pourrait être celle qu'il emprunte tous les jours pour aller à l'école ou en vacances, j'ai l'impression que tout à coup, c'est comme d'une bande dessinée à l'écran, il y a quand même le dessin, Tintin reste dessiné, ou je ne sais quel personnage, et à partir du moment où c'est du film, ça c'est les l'incarne. adultes qui l'acceptaient pas, mais c'est super intéressant. Oui, c'est c'est le cinéma, c'est la question de la représentation, de l'incarnation. C'est les adultes qui ne l'acceptaient pas, la plupart. Enfin, certains adultes, tout le monde n'a pas... Mais c'est les adultes qui avaient du mal avec cette scène et pas les enfants. Voilà, puis il y a une deuxième question, tu parles de ça aussi. Les enfants, de fait, nous, ce qu'on se disait, c'est les enfants sont des marginaux, puisqu'ils sont tenus en dehors des décisions qui les concernent, ils sont de fait des vrais marginaux. Donc nous, on avait envie aussi de filmer ça. Ça parle un peu de ça. Ça parle un peu de... Mais c'est pas juste le choix sur la fin de il le tue pas. C'est que depuis le début, c'est ça le problème.
C'est-à-dire que le patron, il est complètement abstrait dans le film de Pierre. Et il y a des gens qui voient les enfants comme des êtres cruels. Et à aucun moment, ils font du mal à une personne. Ils font du mal à un ogre de conte, etc. Et donc, c'est toute la logique du film qui est dans cette fin. C'est pas juste un choix, on se dit, ah oui, on peut faire noir, gris ou blanc. C'est depuis le début, c'est comme ça. Et donc, on paye un peu le prix de cette direction qu'on a choisie. Alors que si à un moment, le patron avait parlé, c'était un autre film, mais on n'aurait pas pu faire une comédie. Parce que tout d'un coup, on tombait dans quelque chose qui est... Qu'est-ce qu'on fait Il y a beaucoup de romans comme ça, où, par exemple, des truands, ils kidnappent un enfant, puis ensuite, ils parlent avec l'enfant, et tout d'un coup, ça change tout, etc. Là c'était vraiment... Il fallait que ça reste comme une sorte de... Ce qui nous intéressait, c'est comment le groupe se fabrique, se structure et tout ça, mais le patron, l'usine, l'eau polluée, tout ça, c'était une sorte de ligne droite. Et à la fin, on le paye un peu, d'une certaine façon, avec cette fin. C'est pas juste qu'on pouvait choisir entre deux choses. Vous avez fait le choix de ne d'attribuer aucune humanité à ce patron. Oui, c'est Zorglub, quoi. C'est ouais, il râle tout le temps. Voilà, et dit, en toutes circonstances. Ouais, voilà. Donc il aurait été plus difficile si à un moment donné il y avait une confession. Lorsqu'il était kidnappé, qu'il y avait une sorte de confession, moi aussi j'ai des enfants, ou je ne sais quoi, ou qu'il montrait une part d'humanité. Là, cette fin aurait été peut-être plus difficile. Et en même temps, ce que dit Pierre, c'est vrai, c'est qu'on se disait, mais les enfants, bon, nous c'est un groupe d'écolos un peu à la petite semaine, parce qu'ils y vont que pour des raisons personnelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'écologie. Mais quand même, c'est vrai que le pouvoir des enfants à qui la planète va être donnée, consignée, il est quand même très faible. À part, là, c'est marrant que les deux extraits soient côte à côte, parce que c'est Greta Thunberg. Et là, je veux dire, à part, au moins ils font quelque chose, quoi, ils s'engagent. Alors ça va peut-être un peu loin, mais il y a des gens qui ont trouvé le film noir, quoi, à cause de ça. Alors que c'est quand même un été qui se passe encore, c'est assez lumineux, c'est assez drôle et tout ça. Et nous, on prenait un peu au second degré une forme d'ironie, c'était un conte, quoi. Mais il y a un côté littéral qui est tombé sur le film qui nous a un peu sidérés, quoi. Mais on l'a pas vu venir, hein, bizarrement. Non, j'avais dit à Philippe qu'on allait avoir des problèmes. Enfin, j'avais cette intuition-là. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui peut être très juste dans une logique d'un personnage enfantin peut être en fait regardable une fois que c'est à l'écran. La Petite Solange, pour ceux qui l'ont vu, la première version du scénario, dont j'étais hyper fière, se terminait par Petite Solange qui se suicide. La dernière séquence du film, c'était elle qui était dans sa chambre, pas du tout comme dans un fleuve là dans le film, et qui est tombée sur des cachets de sa mère, parce que sa mère laisse sans cesse traîner ses cachets d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et de somnifères. Et suite à une journée absolument horrible pour elle, en fait, elle avale les cachets et elle s'endort et on comprend qu'elle va mourir. Voilà, le film se terminait comme ça. Moi, personnellement, je trouvais ça sublime. Voilà, sublime. Et, tu continues à le penser ? Je n'ai aucun regret de ne pas l'avoir terminé comme ça. Aucun regret. Je pense que c'était sublime, mais que c'était allé droit dans le mur, mais vraiment droit dans le mur. Que là, je n'étais que dans ma logique enfantine de le monde est affreux, mes parents se séparent, cette journée est atroce et je meurs. Mais qu'en fait, c'est regardable, quoi. Et que c'est regardable parce qu'en fait, ça clôture quelque chose beaucoup trop violemment. Voilà. Et que alors moi, pour le coup, c'était presque une question de morale, c'est que je ne voulais pas que cette jeune fille termine sur quelque chose aussi clôturé que sa mort. Voilà. Et heureusement, je l'ai montré ce scénario à mon producteur de l'époque, qui était pas le producteur, la productrice qui a fait le film, qui était un mec atroce, mais très justement, il m'a dit, je ne produis pas un scénario qui se termine comme ça, par le suicide d'une jeune fille de 13-14 ans. Je l'ai détesté quand il m'a dit ça, mais il a eu raison. Voilà, il a eu l'intuition que cette fin était peut-être très juste dans la logique de cette jeune fille, mais qu'en fait, représenter, c'était regardable, quoi. Il y avait quelque chose qui était trop définitif, voilà, dans le malheur de l'enfant, de trop définitif. Les questions morales qu'on se pose quand on fait des films, elles sont aussi valables quand on fait des films pour enfants que quand on fait des films pour adultes. Quand j'évoquais tout à l'heure cette violence, cette jouissance à filmer la souffrance, et qui semble être tout à coup légitime parce que la personne qui s'ouvre est un salaud, c'est la même chose. Ces questions-là, elles sont extrêmement importantes et encore maintenant, c'est des choses qui, quand je revois le film là, enfin cet extrait-là, qui me questionnent encore.
Alors, il y a un sujet qui revient dans vos deux films. Benoît, tu en as parlé, c'est la question de l'écologie, puisqu'on a vu cet extrait sur Greta Thunberg dans l'exposé. Toi, c'est quand même au cœur de ton film. Et puis, j'ai lu ce week-end Albert au frigidaire, qui est un autre livre de Emmanuel qui traite vraiment de ce sujet-là, du réchauffement climatique. Donc, ça m'a marqué, le fait que 3 œuvres qui peuvent être vues par des enfants, ou la parole des enfants porte le sujet de l'écologie, justement. Est-ce que ça a un sens particulier de faire porter ce discours à des enfants ? Non, mais nous, c'est un prétexte. C'est-à-dire que les enfants, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent pas, mais tous les enfants sont concernés par ça. C'est déjà acquis. C'est la scène qu'on a vue dans la classe où elle dit ils ont déjà des idoles et puis ils sont concernés directement. Et donc, ils ont un engagement à cet endroit-là presque évident. Nous, c'est pas du tout ça qui nous intéressait, c'était comment un groupe se constitue et comment... Démocratie, non. Ils votent, ils vont chercher un 5e parce qu'ils sont toujours 2 contre 2. Donc c'était tout la fabrication du groupe. Ça fait un peu penser à Sa Majesté des Mouches aussi. Vas-y. Mais je ne l'ai pas lu, mais ça pas lu. J'étais obligé de le lire à cause de mes enfants. J'avais vu le film. Non, vraiment, c'est pas ça. C'est comment des enfants... comment le plaisir d'être ensemble construit un idéal, c'est-à-dire comment cette dynamique, se mettre ensemble, s'accepter, se parler, apprendre, comme dans les films de Hawks, apprendre à vivre et à se battre ensemble. C'est-à-dire, au départ, ils ne se connaissent pas, il y en a un qui ment. Nous, le scénario, c'est intéressant quand même de parler un peu de cuisine, comme on dit, moi j'adore ça. Au début, on se dit, OK, on a ce groupe, mais comment on va rentrer là-dedans ? Qu'est-ce qui va faire que ce groupe, il va être intéressant ? Et j'ai revu Stand By Me, le magnifique film de Rob Reiner, et il y a un enfant, vous savez, ce sont des enfants qui vont dans une forêt chercher un cadavre. Et puis, un des gosses a perdu son frère. Alors, Stephen King, il dit, j'écris d'abord une histoire, parce qu'elle me paraît intéressante, et après, une fois que je la relis, je me dis, il y a sûrement un sens caché, il y a quelque chose qui émerge, et je développe ce truc dans la deuxième version. Voilà. Et ben nous, on s'est dit, voilà, on écrit une histoire, des gosses qui kidnappent, etc. Et puis après, ce qui nous intéressait, la première idée qui est venue, c'est comment un de ces enfants, tout à coup... c'est aimer, c'est-à-dire que... non, mais surtout, il y en a un, son père est en prison, et lui, ce qu'il veut, c'est... Voilà, c'est ce paradoxe, c'est-à-dire que c'est un enfant qui crée un projet pour que ce projet échoue. Vous voyez, c'est un enfant qui dit « Ouais, on va faire péter l'usine », il s'en fout de l'usine. Il veut se faire attraper pour retrouver son père en prison. Et à partir du moment où on a trouvé ce personnage un peu paradoxal, qui déploie une énergie incroyable pour que quelque chose échoue, on s'est dit c'est par eux qu'il faut rentrer. Et on a d'abord imaginé des personnages, les uns après les autres, qui, avant tout, décident de se mettre ensemble pour des raisons extrêmement égoïstes. Un parce qu'il est amoureux, un autre parce que c'est son beau-père qui a l'usine, etc., etc. Mais après, puisqu'on est là et qu'on parle de la SRF, c'est ça. C'est le militantisme, c'est l'engagement. Et c'est cette vitalité incroyable qu'il y a dans l'engagement qui les dépasse, qui les rassemble et qui leur fait fabriquer ce scénario et leur propre récit. Voilà, c'était ça qui m'intéressait beaucoup. La question au départ était celle de l'écologie. Est-ce que tu penses qu'il y a 20 ans, tu aurais fait un engagement qui aurait été politique ou... Je ne peux pas te dire. Je sais que l'écologie aujourd'hui est effectivement le sujet qui concerne tout le monde et les jeunes en particulier. Moi, quand j'étais enfant, il y avait déjà ça. Puisqu'en Corse, j'ai raconté cette histoire à Benoît, quand on était gosse, il y a eu le scandale des bouts rouges, des bouts de plastique qui arrivaient sur les plages corses. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est pas possible, etc. Puis on s'est rendu compte que ça venait d'une usine ou de bateaux, je ne me rappelle plus, qui relâchait tout ça. Et ça venait, c'était des vagues et des vagues de bouts de plastique qui arrivaient. Voilà. Et donc il y avait eu beaucoup de recours. Tu connais l'histoire, Fred. Et donc, et puis à un moment, il y a un groupe de clandestins, qui se sont constitués, qui ont été faire péter un bateau, une usine, je ne me rappelle plus, en Italie. Voilà, et ça m'avait marqué, mais ça m'avait marqué comme une histoire de Robin des Bois. Donc voilà. Mais je pense qu'à une autre époque, certains enfants étaient plus engagés, avaient plus d'acuité. Si tu veux, moi, mes enfants, évidemment, pour eux, c'est l'avenir. Il n'y a plus d'eau, machin, ils le vivent. Voilà. Mais à une autre époque, on kidnappait un patron chez Renault, et puis on lui foutait une balle dans la tête, etc. Les enfants vivaient. Ben oui.
Mais bien sûr, il y avait ces histoires qui nous marquaient. Et il y avait déjà l'engagement. On a beaucoup parlé, parce que Benoît connaissait certaines personnes, etc., d'Action Directe, de ces groupes qui s'engageaient, etc. Et on s'est dit, OK, moi j'avais lu un livre de Gunther Anders qui disait « La violence, oui ou non », et qui a été écrit par un sociologue. Gunther Anders, c'est un philosophe. Un philosophe, sociologue, qui disait, au fond, à partir du moment où du tort est fait, je te le résume vraiment, aux Corses, à l'humanité, est-ce qu'elle est en droit de réagir et de se venger? Et donc, c'était un thème évident, mais parce que maintenant, tu vois, comme dans l'extrait qu'on voit dans le film d'Axel, très présent chez les enfants, mais c'est un prétexte. Voilà. Alors, pour parler de Petite Cuisine, là, non pas de scénario, mais de production, ce qui est intéressant avec Petite Solange, c'est qu'il y a un film qui s'est tourné avec vraiment très très peu d'argent, et vraiment étonnamment peu d'argent. C'est que pendant toute la période de financement du film, les choix, la justesse de la logique enfantine d'une œuvre est pas forcément ce qui nous aide, que ça soit pour incarner une œuvre ou pour la financer. Voilà, moi, Petite Solange, c'est pas du tout un film Gaumont, hein. C'est un film d'auteur. Et on a morflé pendant le financement avec ce scénario que moi, personnellement, je trouvais merveilleux. Je trouve que le scénario était merveilleux. Par exemple, sur le sujet de l'écologie, régulièrement, on nous disait, mais pour que vous êtes tellement démago de parler de Greta Thunberg, c'est tellement pas intéressant, c'est tellement des trucs qui seront périmés dans 2 ans. Résultat, on est 5 ans après, le sujet, il était là il y a 5 ans, il est là maintenant. Et un autre motif sur lequel je me suis fait beaucoup jeter en commission, c'est mais en fait, c'est dérisoire ce que vit cette jeune fille. C'est juste ses parents qui divorcent, mais c'est tout petit. C'est un tout petit projet. Le nombre de fois où j'ai entendu, mais en fait, c'est un tout petit projet, c'est un projet qui manque d'ambition. Ce qui, moi, me mettait en rage pour 2 raisons, c'est que les gens qui disaient ça n'avaient pas compris que l'enfance, c'est justement ce moment où les choses dérisoires pour nous adultes sont énormes. Voilà, énormes. Et que c'est ça qui est déchirant dans l'enfance, c'est que ce qui est petit pour nous adultes, pour eux, c'est absolument énorme. Et qu'en plus, en tant que membre de la SRF, je savais que c'était là que la mise en scène pouvait venir. C'est-à-dire comment, à partir de petits détails dérisoires, tout d'un coup, la mise en scène fait son travail et ces petits détails dérisoires deviennent immenses. Moi, par exemple, dans le film, la scène que je préfère et que j'ai aimé le plus mettre en scène, c'est la scène où Petite Solange entre dans un café, elle a 2 € sur elle, elle ne peut pas rentrer chez elle, il faut qu'elle tienne toute la nuit, alors qu'elle a 14 ans, qu'elle n'a pas le droit de rester dans ce café, qu'elle n'a pas d'argent, etc. J'ai adoré tourner cette scène, et c'est que de la mise en scène, c'est comment on fait durer une scène juste avec une petite tasse de café, une pièce de 2 € et le désespoir et la solitude de cette jeune fille, voilà, qui s'approfondit. Pour moi, là, c'est vraiment des questions de cinéma et de mise en scène et de suspense, et c'est vraiment pour moi du pur cinéma. Mais en commission, elle a juste un problème de café, quoi. Voilà, et que c'est voilà, cette vérité enfantine, quand on n'est pas protégé par la Gaumont, etc., en fait, elle peut être très difficile à faire passer en financement. Ouais. Mais c'est intéressant, voilà. Ça nous a aussi renforcés dans la détermination pour faire le film. Mais je vois bien que la vérité enfantine, en fait, elle se confrontait à un mur d'incompréhension, voire même de condescendance. Voilà. Enfin, c'est pas très grave au final. Mais... Non, mais ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de production qui sont très intéressants. Parce que c'est vrai que c'est une scène de suspense. Quand tu filmes en gros plan l'intérieur de la tasse, combien de temps elle peut gratter, tenir. Voilà, les enfants, ils ont toujours l'impression d'être observés, regardés, scrutés. Il faut se donner une contenance. Donc c'est pour ça que cette scène, c'est vraiment intéressante de suspense. Mais alors, pour en revenir à cette histoire de... Moi, j'ai appris un truc. J'ai rien contre Gaumont. Ce sont des gens très bien, très respectueux. Mais j'ai compris que quand tu fais un film avec une production indépendante, il vaut mieux le distribuer avec des indépendants parce qu'il y a eu une incompréhension totale. C'est-à-dire que... ça, c'est intéressant. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens là pour qui ce sont des choses importantes, mais la façon dont est distribué un film, regardez les espoirs que vous placez dans votre film et les espoirs que d'autres placent dans votre film et les malentendus que ça crée sont des choses extrêmement importantes. Moi, mon film, j'ai eu le sentiment qu'on le sortait comme Belle et Sébastien en été et c'était d'une violence inouïe pour moi et puis voilà, vous pouvez rien faire parce qu'à un moment vous dites, on vous écoute, vous dites... Là, je pense à Twitch, là. Je suis en train de me dire, putain. Mais bon, vous dites, voilà, ma vérité, l'idée de mon film, c'est qu'il faut le sortir comme ça. Mais peut-être que vous vous trompez. Et vous dites, moi, je ne mets pas 1 million d'euros dans la sortie. Donc, si à un moment, il dit, bon, bah, d'accord, Pierrot, on fait comme ça, et puis le film ne marche pas,
Là, c'est terrible derrière. Donc à un moment, vous dites, bon, bah, sachez que moi, je pense que c'est pas la bonne affiche, que c'est pas la bande-annonce, et que c'est pas la bonne bande-annonce, et que c'est pas le bon moment. J'ai l'expérience de mes 9 autres films précédents. Je sais comment ils ont marché. Je sais ce qui a fait marcher mes films. C'est le circuit indépendant. Même hors de prix, il fait plus d'entrées chez les indépendants que dans les multiplex. Et je vois le mur, hein, moi je le vois, mais et la voiture qui va. Voilà, donc tu vois, parfois, Gaumont, je sais ce que vous voulez, hein, mais c'est pas forcément ce qui va vous sauver. C'est peut-être aussi... voilà, c'est très très important, je crois, sur un film, que tout le monde comprenne. Super idée d'affiche, toi. Pierre, il voulait faire une affiche avec les enfants, avec les masques, comme des autonomistes corses, quoi. Mais bon, c'est pas, finalement, c'est les enfants qui courent sur un fond de ciel bleu. Vous pouvez pas savoir le nombre de discussions sur mais elle était formidable, cette affiche, c'était vraiment le film, quoi. C'était des enfants qui étaient des terroristes corses, quoi. Enfin, c'était... non, pas corse. Pas corse, mais il y avait un côté... Alors. Mais bon, ça n'a pas été retenu, ça, voilà. Mais en tout cas, les films, c'est souvent des malentendus, et chacun... voilà, et peut-être qu'on n'a pas été assez tenace. Bon, justement, il y a une main qui se lève. Malheureusement, l'heure tourne et on voudrait donner la parole au public qui s'est déplacé ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, une personne arrive avec un micro pour vous le transmettre. Et en attendant, parce qu'on a une question dans la salle, je vais vous dire un peu les questions qui sont arrivées sur le live. Je vous fais un petit résumé. Hein. Des questions un peu techniques pour les réalisateurs. On nous demande si c'est pas trop dur de gérer des enfants sur un plateau. Si c'est pas trop dur de gérer les besoins, notamment comment ça gère au niveau des conditions de tournage. Et deuxième question, est-ce que les parents lisent le scénario avant de donner le consentement pour que leurs enfants jouent dans le film? Je vais répondre sur la partie parents. C'est très très encadré, hein, les tournages avec enfants. Il y a la DAS qui surveille tout. Tout est très cadré, contractuel, avec un protocole très précis. Et évidemment que les parents lisent le scénario. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut avec des enfants, ce qui est absolument normal. Voilà, c'est très rigoureux et c'est très surveillé. Et heureusement, en fait. Voilà, aussi bien pour l'équipe mise en scène que pour l'enfant. Pour le reste, je laisse Pierre répondre parce que moi, je n'avais pas une bande d'enfants. Moi, j'ai adoré tourner avec des enfants parce que je me suis rendu compte de ce que j'apportais pas à mes enfants. Parce qu'en 2 mois, je me suis rendu compte de ce qu'on avait pu construire ensemble avec ces gosses. Et il y avait des enfants qui avaient leurs petits soucis, leurs problèmes, plus ou moins graves. Et par exemple, Colombe, parce que je ne veux pas parler de choses trop intimes, mais c'était une jeune actrice, et elle était tout le temps en train de... Elle s'interrompait. Elle jouait, puis elle s'arrêtait en disant « je suis nulle ». Elle était très sévère avec elle-même. Donc à un moment, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais on devient un peu Yoda, quoi. Il y a un côté, on dit « mais tu sais, il ne faut pas être sévère comme ça avec toi-même, c'est pas grave, tu ne vas pas être foudroyé si tu joues mal ». Et tout à coup, des toutes petites choses comme ça, parce qu'on prend le temps de leur parler comme à des adultes, et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on passe 2 mois avec eux à parler, à échanger. Et moi, c'est ma grande fierté, c'est d'avoir créé une vraie troupe. C'est-à-dire que ces enfants, à la fin, pour eux, l'écoute était aussi importante que le jeu, etc. Ils avaient appris à jouer. Je leur disais des choses bêtes. Des fois, il y a des gens âgés dans la salle, il faut que tu apprennes à particuler, des trucs débiles. Et puis parfois, des trucs plus complexes. Et vraiment, à l'arrivée, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Moi, j'ai adoré travailler avec ces enfants, leur apprendre le rythme, les ruptures, vraiment travailler avec eux comme avec des acteurs et leur apprendre l'importance du texte, plein de petites choses comme ça. Et ça a été vraiment une expérience formidable, quoi. Et on s'est revus, ils sont revenus après, je suis allé les voir. Enfin, vraiment, il y a une petite troupe qui s'est créée. On se sent un peu responsable d'ailleurs. Oui, j'arrêtais pas de demander à mon premier assistant, mais t'as travaillé avec des enfants, toi, sur tel film? Il dit oui. Je dis, mais qui sont devenus quoi? Mon seul soulagement, je vais vous dire un truc. Le fait que le film n'ait pas trop marché, un truc qui m'a un petit peu soulagé, je me suis dit, au moins, ça n'a pas trop niqué leur existence. Parce que j'avais très très peur de ce truc où les gosses, après, voilà. Donc, ils ont vécu un enchantement, ça a été un peu dur la chute. En même temps, il y a eu une joie, un bonheur à être ensemble, des amitiés, voilà. Donc, dans l'ensemble, mais vraiment, c'est une expérience ce qui est merveilleux quand on a un acteur enfant sur un plateau, c'est que ce qu'on dit a une vérité pour l'instant, mais ce qu'on dit aussi projette vers l'avenir quelque chose pour cet enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'il faut dire.
et que c'est très merveilleux de parler à un être humain et de se dire, mais en fait, tout ce que je lui dis, il faut que ça le projette vers l'avenir, voilà, d'une façon ou d'une autre. Moi, mon actrice, elle avait un problème que j'adorais, c'est qu'elle n'arrivait pas à hurler, elle n'arrivait pas à crier. Voilà. Il y avait des scènes où Petite Solange était censée s'énerver beaucoup plus et gueuler contre ses parents. Et ma jeune fille était tellement retenue et, je sais pas, et délicate. Et elle venait me voir au bord de pleurer en me disant « Mais je suis désolée, j'arrive pas à crier, j'arrive pas à hurler. » Et je me souviens lui avoir dit « Mais en fait, tu es une jeune fille merveilleuse d'être si délicate. Je veux dire, c'est un être humain qui ne sait pas hurler, mais en fait, c'est très, très beau. Et c'est pas grave. Et on va faire la scène différemment. » Voilà. Mais c'était... voilà, aucun acteur adulte me dira « Je suis désolée, je ne sais pas hurler. » quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour ces partages. J'avais 2 questions. La première, c'est en tant que réalisateur et scénariste. Donc, j'aimerais passer au long métrage. Je souhaite passer au long métrage. Et j'aimerais beaucoup rebondir sur ce que vous disiez sur le fait de faire un film noir, un film qui traite de sujets difficiles, et y compris même un film pour adultes, mais enfin un film pour un public de manière générale. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible de traiter le sujet qu'on souhaite tout en gardant l'intégrité du début et l'écriture jusqu'à la fin et de financer le film, même si c'est un sujet qui est assez subversif ou transgressif, toujours traité avec justesse? Ou est-ce que tôt ou tard, vous sentez que vous savez que vous allez y laisser quelque chose et que vous n'arriverez pas au bout de vraiment... vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez vraiment souhaité au départ et vous avez dû faire tellement de concessions qu'au final, il ne reste pas forcément grand-chose, quoi. Et la deuxième question, c'était par rapport à la direction d'acteurs. Quelles sont les principales différences, alors au-delà du point de vue légal, entre enfants, adultes et tout ce genre de choses, le bagage technique qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, pour vous, quand on revient aux fondamentaux, qu'est-ce qui différencie beaucoup les directions d'acteurs pour enfants et pour adultes? Merci beaucoup. Moi, je vais répondre à la première question, puis je laisse la deuxième à Pierre. Alors, votre question, elle est très large, donc je ne vois pas trop ce qu'on peut répondre. Nous, on parlait vraiment de la difficulté dans le cadre d'un film pour enfants ou autour d'enfants à injecter des choses qui nous paraissent juste dans la logique enfantine, notamment des choses violentes, mais qui sont insupportables pour les adultes. Voilà, ce qui est très particulier. Quand on fait des films pour adultes, enfin, je crois en tout cas dans le cas du cinéma français, financer un sujet avec un film violent, c'est pas tellement difficile en fait. Il y a même un peu une prime aux sujets noirs et aux sociaux hyper difficiles. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est vraiment là-dessus que les choses peuvent être difficiles. Voilà, nous c'est très particulier parce que moi c'était dans le cadre d'un film dont l'héroïne principale avait 14 ans et Pierre c'est carrément un film pour enfants. Donc là, le problème est épineux à cause du genre. Voilà. Pour la direction d'acteur, je laisse... Non, mais... alors, dans les années 30, aux États-Unis, à un moment, on a inventé le code... comment ça s'appelle? Le code Hays. Vous voyez, c'est ce qui a déclenché l'invention de la mise en scène. Tout à coup, la représentation frontale de certaines choses est devenue impossible. Un baiser, plus de 8 secondes, etc. Et du coup... il y a l'invention de la mise en scène. Moi, je pense que le code Hays, il existe tout le temps. Un coup, c'est l'argent, c'est le profit, c'est ma théorie. Et que c'est toujours la mise en scène qui nous sauve. Quand on dit à Lubitsch qu'il ne peut pas filmer 2 personnes sur un lit, il met 2 personnes qui s'embrassent devant un lit et il allume derrière un bon vieux spot qui projette l'ombre des 2 qui s'embrassent sur le lit et il invente la mise en scène, il invente le langage. Et on doit continuer à faire ça maintenant. Il faut toujours faire croire qu'on raconte l'histoire d'une bande d'enfants qui s'amusent dans la forêt alors qu'on met en scène une bande d'enfants que leur affection mutuelle amène à faire quelque chose d'extrêmement radical. Mais toi-même, tu as un peu fait ça, le truc de détourner un peu avec ton baiser Covid, non? Ah non, mais alors c'est pas pour ça, c'est parce qu'à un moment, les enfants devaient s'embrasser et je sentais bien qu'il y avait une scène de baiser et que Colombe, voilà, les enfants sont très timides et tout. J'ai eu l'idée de mettre le masque à l'autre, au petit garçon, et du coup c'était plus facile et je trouve que c'est encore plus beau parce que quand on est petit on a peur, le premier baiser, tout. Et je trouvais joli qu'elle l'embrasse sur le masque, on appelait ça le baiser Covid. Mais donc au fond, votre question, c'est une question qui a à voir avec la mise en scène et les récits et comment on dissimule à l'intérieur de l'histoire et par la mise en scène tout. Et on peut tout raconter. Ce qui est beau, c'est comment on invente des façons. Et c'est ça que j'adore, ce que j'essaie d'évoquer un peu en parlant du cinéma pour enfants, mais dans la comédie, par exemple, c'est qu'elle est profondément subversive et que derrière plein de choses, on peut tout à coup
faire avancer un tout petit peu ou cacher. Moi, j'aime beaucoup dissimuler ça. Vous savez, j'ai eu une réunion avec UGC où ils nous ont dit, mais à la fin, le patron, il ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il était écrit noir sur blanc, la voiture tombe dans le ravin, le gamin, etc. J'ai regardé Philippe, le producteur, quand on était en train de chercher un distributeur, et je dis, ben non, il ne meurt pas. Mais c'est ça, faire des films. C'est aussi être un peu filou, un peu malin, mais ça nous force à la poésie, aux idées. Et vraiment, c'est le cœur du truc. Donc, j'aurais tendance à vous dire, elle a raison, Axel, quand elle dit, au fond, il y a presque un bonus à ça. Oui, évidemment, au sujet de société, les divers gna. Mais ce qui est très beau, c'est d'aller plus loin. Et c'est le scénario secret, c'est caché, parce qu'au fond, c'est inventé à chaque fois, la mise en scène, le récit, la poésie, etc. Donc moi, je pense qu'on peut parler de plein de choses et qu'il faut être malin. J'adore ce jeu, si vous voulez, avec le système. C'est ça la force du cinéma. Ça reste quand même un art pour moi, large et populaire. Et j'adore cette idée d'instiller des choses comme ça, un petit peu en douce. Et pour répondre au jeu, moi, je suis parti du principe que j'allais les diriger comme des comédiens parce que j'avais écrit un scénario, parce que mon scénario était très écrit. Et donc, j'avais besoin de rupture, j'avais besoin de réaction, etc. Donc, ça a été toute la difficulté. C'était pas de... À un moment, vous manipulez un peu des enfants. C'est vrai que vous les filmez, vous leur faites peur, ils font ça, et ça n'a pas été une émotion gérée, calibrée par l'acteur. Ça a été quelque chose... Voilà, donc j'essaie de faire ça le moins possible et de les rendre le plus possible sensibles à cette idée du jeu, du truc merveilleux du jeu, de l'acteur. Merci beaucoup. Juste par rapport, c'était pas forcément un film social noir ou dur, c'était plus traiter de sujets difficiles, tabous, comme dans La mauvaise éducation de Pedro Almodóvar, par exemple. Donc ce genre de choses plutôt que forcément juste un film noir, sombre, qui traite de sujets sociaux. Voilà. Mais en tout cas, je vois très bien ce que vous voulez dire. Almodóvar a inventé un langage. Il a inventé un langage coloré, camp, un peu, je ne sais pas comment vous dire, mais il a réussi à amener les spectateurs, surtout au début, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les premiers films, ils avaient tellement un style, un ton, qu'au fond, les gens ont suivi. Et il a presque inventé un genre. Qu'est-ce qu'il y avait avant Femme au bord de la crise des nerfs? Je ne me rappelle plus, mais le premier... Voilà, c'est ça, c'était fou, mais c'est le ton, le style. C'est à chaque fois, je pense que c'est ça qui l'emporte à chaque fois et qui fait un cinéaste, le style. On a d'autres questions devant. Oui, bonjour, je suis Agathe Maurier, comédienne et scénariste. Et merci pour cette rencontre parce que vraiment, c'est génial de vous écouter. Et juste par rapport à la petite question par rapport aux comédiens adultes et enfants, je suis très fan du Labyrinthe de Pan. Et Guillermo del Toro, pour son actrice, quand elle était enfant, pour la faire pleurer, il lui a fait faire des exercices de respiration. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça incroyable. Donc de nouveau, bravo pour votre film parce que moi, je suis complètement fan. Je l'ai vu à So West en avant-première. Vous étiez là d'ailleurs avec vos comédiens. Et j'aimais beaucoup la façon dont vous avez dirigé justement les enfants, parce qu'ils partageaient là-dessus, etc. Et que ça avait été parfois difficile pour certains enfants, par exemple, de pleurer ou des choses comme ça. Et vous racontiez des anecdotes de comment vous les ameniez justement à aller là-dedans. Ma question a plutôt se poser par rapport à Benoît et donc Pierre, parce que vous écrivez ensemble. Et je voulais savoir déjà comment vous vous êtes rencontrés et comment vous écrivez. Quel est votre système d'écriture? Est-ce que vous partez tous les deux pour écrire ou vous êtes vraiment dans un échange à distance? Voilà, je voulais savoir comment vous travaillez ensemble. On fait Zoom en ce moment. Parce que quand on a découvert Zoom, on est hyper content de Zoom. Mais non, mais on parle beaucoup avant de se lancer, puis après on s'enferme dans un bureau, et puis on écrit beaucoup à la main sur des post-it autour de nous. Et puis après, on fait le séquencier, et Pierre fait les dialogues. Ça dure, on va dire, 1 an ou 2 ans. Voilà. Alors, juste sur la direction d'acteur, c'est drôle parce que vous évoquez un truc. Moi, je voudrais juste raconter une petite anecdote. À un moment, Paul, le petit Paul, dans le film, celui qu'on voit à la fin, il n'arrivait pas à pleurer. Tous les autres, ils y arrivaient. J'avais enfin réussi ce truc de concentration. Mais pour eux, c'était ça, la noblesse. C'est on a réussi à pleurer sans mettre des larmes et tout. Bon. Mais à un moment, Paul, moi, j'avais besoin qu'il pleure vraiment. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un peu les jetons, mais bon, je vais le faire. Il fallait qu'il pleure parce que sinon, à la fin, ça ne marchait pas quand tu disais « j'ai eu enfin un ami, maintenant on se sépare », etc. Tout ce dialogue ne fonctionnait que si vraiment il pleurait à grosses larmes. Et puis, il n'y arrivait pas. Tu vois, il n'y arrivait pas.
Et donc, j'ai dit, Polo, est-ce que je peux t'engueuler? Il me dit, oh non, je préfère pas. Je dis, bon, d'accord, ok. Pas d'engueulade. Je ne sais plus comment faire. Et puis, on fait 2-3 prises. Il dit, bon, je veux bien que tu m'engueules. Ok. Alors, c'est très compliqué. Sachez bien que je suis quelqu'un de très gentil. Je ne crie pas sur les plateaux. C'est un débat très, très, très important en ce moment à la SRF. Mais moi, j'aime bien que ce soit une utopie, un tournage, un petit microcosme utopique. Mais là, j'ai ce gamin de quel âge? 12 ans. Il ne pleure pas, le salopio. Donc, je dis, Polo. Et il me dit, à un moment, il dit, vas-y. Et donc, c'est très compliqué, parce qu'à un moment, je lui demande la permission, bien sûr, de l'engueuler, mais je vais l'engueuler quand même. Et donc, je lui dis, t'es tout le temps en retard, t'es pas concentré, c'est pas possible. Je vous le fais, mais c'était plus dur. J'étais obligé de... Et il me regarde et ça marche pas du tout. Il me regarde comme ça. Et puis tout à coup, je vois sa petite lèvre qui se met à trembler. Ça m'a rappelé Marie Trintignant, je faisais ça. Je dis, oh putain, c'est parti, etc. Donc je demande de filmer. Il se met à pleurer, des grosses gouttes, des larmes énormes. Et puis il articulait plus du tout. Donc je lui dis, articule, Paul, articule. Et puis on a fait cette scène. Et elle est merveilleuse. J'ai un peu doublé derrière pour que derrière cette vérité, on puisse quand même sentir un tout petit peu, comprendre ce qu'il dit. C'était très important. Encore une fois, c'est une question morale. Je lui ai demandé la permission, mais je l'ai malgré tout... c'est filmé, on me voit dire « mais allez !» et lui demander avant, etc. Donc c'était très intéressant, parce qu'après, Paul, il revenait tout le temps, il dit « tu veux pas m'engueuler encore un peu ?» Chaque fois qu'il n'y arrivait plus, mais la magie ne fonctionnait plus. Mais ça m'a beaucoup questionné. Je me rappelle après cette scène que j'aime beaucoup, que je trouvais réussie, où tous les gosses pleurent, ils vont se séparer, et c'est très drôle, et ils vomissent et ils pleurent, enfin c'est un vrai bordel. J'avais très très peur de cette scène et elle a fonctionné. J'ai appelé ma mère pour lui dire, je crois qu'enfin je sais faire mon métier. Mais c'était passé par quelque chose d'un petit peu complexe, compliqué. Ce rapport aux acteurs, vous l'aurez toujours, hein, c'est-à-dire il y aura toujours un moment où il va falloir trouver un chemin pour susciter une émotion. Il faut évidemment toujours être moral, humain, etc. Mais c'est compliqué. Voilà. Et la deuxième partie de la question, comment on écrit, on cherche ensemble. Souvent, je dis à Benoît, j'aimerais bien faire une comédie, comme si le genre me sauvait toujours. C'est-à-dire que, ok, et chaque fois qu'on part d'autre chose, c'est plus compliqué. Chaque fois qu'on part d'une idée, je trouve ça plus fragile. Quand on cherche un genre et qu'ensuite on dit comment fabriquer quelque chose, je trouve que le genre sauve le cinéma, très souvent. Voilà, et ensuite c'est très rigoureux, c'est-à-dire que je m'impose ça, de nous retrouver, il dit on zoome, mais surtout on se retrouve tous les jours, de telle heure à telle heure, et ça nous convoque et l'un et l'autre, et puis je ne crois pas du tout à l'inspiration, parce que sinon on fait des films d'aristocrates, et on dit voilà, d'un coup quelque chose va m'arriver. Donc on travaille très dur, et ensuite une fois qu'on a fait ensemble un séquencier qui a été très précis, par exemple sur Après vous, un peu plus lâche sur... sur de la petite bande très très précis sur hors de prix, etc. Ensuite, je pars et je fais l'adaptation et les dialogues, ce que Mankiewicz appelait la mise en film. C'est-à-dire, vous commencez à distiller. C'est pour ça que je veux faire la mise en scène, l'adaptation et les dialogues. C'est parce que je trouve qu'on distille déjà dans l'adaptation et les dialogues une idée de la mise en scène, sa fluidité, sa rapidité dans les didascalies, on va plus ou moins vite, etc. Voilà. Mais on passe énormément de temps ensemble. Là, en ce moment, on est sur deux projets. On essaie de travailler sur une histoire. Et c'est forcé. C'est parce qu'on est parti d'une idée autour de la vérité, de la post-vérité, de ce truc très, très contemporain. Et j'ai vachement de mal à faire rentrer la fiction dans l'idée. Donc, de plus en plus, je crois, comme Stephen King, qu'il faut d'abord trouver une bonne idée, se dire cette idée contient quelque chose, faisons sortir le machin, affirmons-le dans la deuxième version. C'est comme ça que je travaille. Je pense que c'est mieux. Et là, j'ai mis beaucoup plus de temps que vous à le comprendre. Alors, on va bientôt devoir s'arrêter parce que ça fait, il va falloir qu'on rentre de la salle. Mais j'avais peut-être une dernière question un peu générale concernant, on a parlé au début, vos références. Tu as parlé de Stand By Me. Dans ton film, Axel, il fait référence assez explicitement notamment à Jacques Demy, à François Truffaut. Et puis, Emmanuel, toi, dans certains de tes livres jeunesse, il y a vraiment des références cinématographiques très, très explicites. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots sur en quoi c'est peut-être plus important dans ce genre de films qui vont être vus notamment, ou les livres lus par des enfants, de porter ces références? Moi, ce sera très rapide. Par exemple, dans le livre que vous avez cité, Au service secret de Sam Aimé, la petite fille,
Donc c'est une petite fille qui est amenée à faire une enquête. En fait, elle est en vacances chez sa grand-mère, elle s'ennuie à mourir parce qu'elle est une petite fille de la ville. Elle est en vacances à la campagne, elle ne sait pas du tout comment ça marche, la campagne. Elle n'a pas l'habitude, donc sa grand-mère va simuler quelque chose pour qu'elle mène l'enquête. Et à un moment donné, elle prend ses jumelles et elle observe quelque chose de loin. Et ça lui rappelle un film qu'elle a regardé avec son père, un film chiant d'un mec avec la jambe dans le plâtre et qui passe son temps à observer ses voisins depuis son balcon. Bref, je fais référence donc à Rear Window, fenêtre sur cour. Et donc voilà, pour le coup, c'était une façon aussi de faire un clin d'œil pour les parents, parce que c'est des livres aussi que les parents peuvent lire à leurs enfants, ou les enfants auraient pu voir éventuellement avec leurs parents. Et dans mes livres pour enfants, est-ce que je fais référence à d'autres fois au cinéma? Mais je pense que oui, mais je n'ai pas de souvenir précis. Je parle de Pierrot le Fou? Ah oui? Ah oui, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc effectivement, ça, parce que, oui, alors je le fais aussi parce que moi c'est ce que j'aime. J'aime le cinéma avant les livres. Pas avant, mais je me suis d'abord intéressé au cinéma avant de m'intéresser à la littérature. Mais c'est pour moi, en l'occurrence, c'est pour faire aussi des clins d'œil, je pense, aux parents qui sont susceptibles de pouvoir lire le livre aux enfants ou le lire avec, ou bien que ce soit des choses, et en même temps que ça glisse quelque chose chez l'enfant qui un jour le retrouvera, parce que je pense que ma fille, justement, j'avais écrit des choses comme ça, et c'est après coup qu'elle a vu les films, et hop, ça a fait la connexion. Je pense que quand on lit quelque chose, ça reste aussi en mémoire. Alors, c'est vrai que dans Petite Solange, il y a des références de cinéma. C'est la première fois que je le fais, c'est la dernière fois que je le fais. Voilà, parce que moi, j'aime bien les films qui s'inventent d'eux-mêmes, et j'aime pas spécialement les films où il y a des hommages au cinéma. Voilà, je trouve ça souvent... je sais pas, un peu complaisant, un peu coquet. Voilà, j'aime bien les films qui ont l'air de s'inventer d'eux-mêmes, mais qui sont profondément quand même énervés par le cinéma. Et là, dans Petite Solange, explicitement, il y a vraiment des références, pas tellement à Jacques Demy, en fait, c'est juste parce qu'on a tourné à Nantes, mais à François Truffaut, et surtout à L'Incompris de Comencini. Il y a même une affiche dans le film. Et c'était pas du tout pour faire des clins d'œil, c'est parce que j'ai l'impression que lorsqu'on fait un film sur l'enfance, on est forcé de s'inscrire dans une histoire des enfants. Voilà, une histoire des enfants au cinéma ou une histoire des enfants dans la littérature, ce qui n'est pas le cas de tous les autres personnages qu'on peut inventer. Moi, j'ai inventé des personnages plutôt adultes jusqu'ici. Je n'avais pas l'impression de reprendre une histoire, voilà, de ces personnages adultes. Mais c'est comme si l'enfance, travailler l'enfance, vous forcez à vous inscrire dans une histoire de l'enfance. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'analyser. Mais en tout cas, Petite Solange, je sais que s'il n'y avait pas eu L'Incompris et s'il n'y avait pas eu les 400 coups, peut-être qu'elle n'aurait pas existé. Voilà. Et que donc, c'était une manière juste de raconter une profonde généalogie dans le film. Mais je crois vraiment que que l'enfance s'appelle une histoire de l'enfance. Voilà. Et que je ne le referai pas dans mes autres films. Pierre, tu veux dire sur les influences? Oui, ou sur autre chose si tu veux. Non, mais moi j'ai juste été influencé par un metteur en scène un jour. C'est-à-dire que je me suis rendu compte un jour, en allant voir un film, que j'étais plus ému par la mise en scène que par le sujet. Voilà. Et j'ai compris ce jour-là que peut-être c'était ça que je voulais faire comme métier. Et après, en dehors de ça, mes films, ils sont débarrassés de toute cinéphilie. Je suis tout à fait d'accord avec Axel. C'est-à-dire que... j'ai vu un cinéaste, j'ai compris quelque chose m'a profondément touché, mais je n'aime pas du tout faire des références ou aller chercher un renfort ou comment dire, une légitimité. Voilà, les films doivent être innocents et c'est ça que j'adore d'ailleurs au cinéma. C'est l'innocence, pas du tout le second degré ou la référence. Est-ce que tu as choisi ton titre? Est-ce que vous avez choisi en fonction du film de Michel Deville ou pas du tout? Mais non, pas du tout. C'est-à-dire, je ne savais même pas que ce film existait. Et je l'ai su après, et la petite bande de Michel Deville. Et donc, ça m'a posé un petit souci. Et puis, c'est un film qui date de 1983. Ouais, mais j'ai eu tort de l'appeler comme ça. Parce que je pense aussi que c'est un des échecs du film. Quand tu fais un film pour enfants, il ne faut pas l'appeler la petite ceci, le mignon cela, ou je ne sais pas quoi. Pardon. Vous êtes mais je pense que c'est pas pareil pour Petite Solange, parce que pour moi, Petite Solange, c'est pas un film pour enfants. C'est un film qui dit aux adultes la solitude des enfants à certains endroits et le manque de considération. Donc ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, la marginalité. Mais moi, je voulais faire un film pour les enfants. Et j'ai fait une grosse erreur. Et je l'ai dit à un moment au producteur, je dis, il ne faut pas appeler un film la petite machin, le petit truc. Il faut l'appeler
je sais pas moi, à l'attaque, enfin un truc. Non, mais voilà. Je pense qu'il était mièvre, mon titre. Mais c'était presque, vous savez, un titre de... Parfois, vous mettez sur le scénario un titre parce qu'il faut, et puis vous sentez qu'il n'y a pas une évidence, qu'il faudra y revenir. D'ailleurs, je sais que quand j'ai aimé un titre tout de suite, ça marche. En Liberté, il y avait une logique. Hors de prix, il y avait une logique. Les Apprentis, il y avait une logique. Hein, et que quand c'est un peu plus laborieux, que vous dites... et puis que finalement, il reste là, il flotte comme ça quelque part, c'est que vous n'avez pas encore trouvé tout à fait l'identité de votre film et qu'après, non, c'est pas bon. Pas bon. J'aurais dû respecter l'œuvre de Michel Deville et ne pas prendre ce titre. C'est marrant ce que dit Pierre sur l'adjectif petit. Moi aussi, je pense qu'avoir appelé Petite Solange est une grosse connerie commerciale, en tout cas de distribution. Qu'en fait, petit est merveilleux et défie parfaitement l'enfance. Mais en fait, moi, dans mon cas, je suis sûre que Petite Solange a envoyé le signal faux que c'était un petit film. Manque d'ambition, etc. Et que le titre est parfait, mais en fait, sur le plan commercial, envoie un mauvais signe. Et je pense que si je le referais, je ne sais pas, je ne l'appellerais pas comme ça. Voilà. Mais effectivement, petit est un adjectif compliqué. C'est pas ça, c'est que si vous dites à des enfants... c'est petit, ils n'ont pas envie, quoi. Ils ont envie grand, comme tout le monde. Moi, ils disent toujours. Je suis pas petit, moi, pourquoi tu me dis que je suis petit? Ben non. Et dans les Césars, il y a 5 films qui commencent par petite. Ils se sont tous plantés. Tous plantés. Alors voilà, on va conclure. Bon, voilà. Pas bon pour un titre. Ce sera le conseil de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous. On va se retrouver au mois de juin avec une prochaine école qui sera très probablement sur la comédie musicale. Voilà. Donc plus d'infos bientôt sur ce sujet. Merci, très bonne soirée à tous. Merci.